Bonjour, bienvenue Louane. Comment allez-vous? Bienvenue pour ce live. Bon temps de midi pour les personnes qui sont en temps de midi. Bonjour Miranda, comment vas-tu? Bonjour Prège, comment vas-tu? Et désolée si je prononce pas correctement. Bonjour Lauriane, Lionel, bienvenue. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler du fait de vivre de sa passion. Je ne sais pas si ça vous concerne, si ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans un métier que vous n'aimez pas vraiment. Bonjour Lauriane, bienvenue. Bonjour Antonella, Lionel, bienvenue. Je ne sais pas si vous êtes dans un boulot que vous aimez ou pas. Et parfois, c'est vrai que on aime son travail, mais on rêve de faire autre chose de plus. Et donc, on va parler de tout ça parce que j'ai plein de techniques que je peux vous mettre à profit parce que c'est ce que j'ai fait moi-même. J'ai carrément quitté un boulot d'employé dans lequel j'étais depuis 8 ans. Donc j'étais engagée en indéterminé et j'ai dû remettre ma démission, négocier, etc. pour partir parce que je voulais absolument commencer une nouvelle activité au 1er janvier. Donc parfois c'est compliqué effectivement de sauter le pas et on pense que c'est facile pour les autres et difficile pour soi. En fait, nous on est face à nos imprévus, à nos peurs, à aussi le fait de devoir gérer des choses qu'on n'avait pas prévues. Je vais être honnête avec vous, moi j'ai mon meilleur ami qui a très mal réagi, qui m'a dit si tu fais ça, je ne serai plus ton ami, en gros. Et ça m'a extrêmement choquée, j'ai pas compris sa réaction et je me suis dit est-ce que je suis prête à le faire ou pas? Et ma réaction a été oui, je suis obligée de me choisir moi, même si c'est quelqu'un de super important pour moi. Donc parfois, effectivement, on se dit je vais devoir perdre quelqu'un. Moi, ça correspondait à ça, c'était un gros sacrifice, un énorme sacrifice puisque c'était une amitié qui durait depuis plus de 15 ans. Donc je n'ai pas compris sa réaction. Heureusement, il n'a jamais appliqué et il m'a expliqué après, on a pu s'expliquer ensuite, mais c'était pour vous dire que je me suis dit bah si je dis oui à ça, c'est que c'est vraiment important pour moi. Donc merci de tapoter un petit peu en début de live, ça permet de que certaines personnes qui suivent régulièrement mes lives sachent que je suis ici présente. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous rêvez de quitter votre boulot pour vous lancer dans une activité? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous rencontrez comme vrai problème? Parce que je peux peut-être justement vous donner déjà des débuts de solutions pour vous faire avancer. Je suis artiste, j'ai besoin et envie de toujours découvrir plus, mais quand on me demande ce que... Alors, j'ai qu'une partie de ton message, Lauriane, mais... ce que je fais, on me dit que je glande, d'accord. Voilà, tu mets en évidence une chose super importante, c'est que les autres vont juger. Alors, il y a deux choses là-dedans, c'est... En fait, certaines personnes vont te faire des réflexions parce qu'eux-mêmes voudraient être à ta place. En fait, ils voudraient glander, et c'est pour ça qu'ils te disent que toi tu glandes parce que c'est ce qu'ils projettent, ils pensent que c'est ce que tu fais. Or quand tu commences à créer une activité, tu fais tout sauf glander, tu donnes une chance à ton rêve, c'est exceptionnel, déjà rien que ça, il y a plein de gens qui ne le font pas. Il y a plein de gens qui ont peur de le faire, et toi, non je suis pas psychiatre, psychiatre c'est médecin d'abord, qui prescrit des médicaments, c'est pas du tout mon rôle. Donc moi plutôt, je travaille plutôt d'un point de vue psychologique. Donc j'ai en fait donc j'ai un diplôme de psychologie clinique pour être exact, donc j'accompagne les personnes à se développer, etc. Et donc je m'intéresse aussi au fait de réaliser ses rêves. Donc là, on était en train de dire justement qu'il y a des gens qui, quand vous êtes en train de dire je veux réaliser un rêve, encore plus quand c'est artistique, je crois vraiment que quand c'est artistique, il y a un gros souci, c'est que la plupart des gens, ils considèrent que c'est pas sérieux. Vous voyez? Et moi, je me suis heurtée à ça aussi parce que mes parents, à un moment donné, je voulais faire des études artistiques. Et parce que je suis quelqu'un d'artistique aussi, qui aime créer, qui aime croire en ses rêves, qui aime avancer. Et c'est vrai qu'on a toujours ce besoin de progresser, d'avancer, de rechercher quelque chose. On est en recherche de quelque chose. Et ça correspond à une façon de voir la vie, de lire la vie. Bonjour d'Allemagne, et bien bonjour de Belgique, parce que moi je suis en Belgique, pour le moment en tout cas. Et ce qui est important, c'est de considérer que son projet, les autres ne peuvent pas considérer qu'il est important
c'est toi qui vas le voir comme quelque chose d'important. Eux, ils peuvent considérer que c'est pas important, que tu vas pas réussir, que tu blagues presque. Moi, quand j'ai dit que j'allais quitter mon boulot alors que j'étais depuis 8 ans dans une mutuelle à répondre au téléphone, c'était un 0800, donc on avait des appels énormément tous les jours. J'adorais renseigner les gens, j'adorais les écouter, mais je n'aimais pas la pression qu'on nous mettait de répondre vite, de directement presser les gens pour avoir leurs questions le plus vite possible pour que l'appel dure le moins longtemps. Enfin, la plupart des gens, vous connaissez ce que c'est qu'un centre d'appel et vous imaginez bien que, comme dans la plupart des entreprises, on essaye toujours de presser les gens, c'est un peu le truc actuel, on presse les gens pour justement que ça coûte moins cher à l'entreprise. Et le problème, c'est ça, c'est que vous êtes face à un système où on vous demande d'être gentil avec les gens, tolérant, d'être accueillant et tout ça, mais vous ne pouvez pas faire ça et en même temps aller vite, les brusquer, les pousser. Donc moi, j'avais un vrai problème avec ça. Donc ça explique que j'ai quitté ce boulot. J'adorais mes collègues, on s'entendait super bien. Je me suis posé des questions parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire sans mes collègues? Je vais me retrouver toute seule. Et j'avais des peurs immense. Est-ce que je vais arriver à gérer ma vie? J'ai commencé à calculer toutes mes dépenses par mois pour savoir quel budget j'avais besoin si jamais je ne gagnais pas d'argent. Donc je partais du principe que si je me plantais, mais vraiment complètement, j'avais besoin de savoir quel était le pire possible, si vous voulez. Et c'est vrai que quand on est dans quelque chose d'artistique, quand on vise quelque chose d'artistique, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Les gens ne pensent pas que tu peux réussir. Et pourtant, je vais vous dire un truc, on peut réussir dans n'importe quel domaine. L'important, c'est d'être passionné par ce que vous faites. Parce que si vous êtes passionné, vous allez y mettre tellement de cœur que les gens vont le sentir. Et que vous aurez des gens qui vont vous suivre. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous choisir, vous, parce que vous avez justement une couleur particulière, une brillance particulière. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire émerger de vous. Et justement, particulièrement, si vous avez des influences de personnes toxiques autour de vous. Si vous avez une personne toxique autour de vous, par exemple, si ta mère est perverse narcissique, je prends un exemple, peut-être c'est pas ça, peut-être c'est ton père, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, ton frère, ta sœur, peu importe, ils vont te dire que tu n'es pas capable. Et ils vont tout faire pour te convaincre, toi, que tu n'es pas capable. Non pas parce que c'est vrai que tu ne sois pas capable, mais parce qu'en fait, si toi, tu t'empêches de réaliser tes rêves, que tu les écrabouilles direct, t'as aucune chance de les réaliser. Et donc, en fait, c'est leur plus grande puissance, c'est de te convaincre, toi, que tu serais incapable, pas compétent, pas suffisant, pas assez beau, pas assez vieux, pas assez jeune, pas assez tout ce qu'on veut, en fait. Et tu peux, toi, correspondre à ce qu'ils disent. Et c'est ça que, c'est là que c'est dangereux, c'est que tu es en train de te convaincre d'une vision qu'on a de toi qui n'est pas la réalité, mais tu prends ça pour vrai, et alors tu auras toujours ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que tu vas considérer que t'es pas compétent, mais que peut-être les gens, même s'il y a des gens qui te suivent, tu vas te dire, ils vont voir à un moment donné que, en fait, mon truc, c'est que du vent. Ils vont voir que je suis pas compétente, que je suis pas une personne fiable, ou que je ne suis pas une personne à suivre parce que je ne sais pas de quoi je parle. Alors que tu connais très bien ton sujet, alors que tu es compétent, même toi, tu as du mal à considérer que tu peux y aller et que tu peux y arriver. En fait, le plus compliqué dans un projet, c'est de se convaincre soi qu'on en est capable, que c'est atteignable et qu'en fait, tu peux y arriver. Si tu arrives à te dire « c'est possible pour moi, c'est qu'une question de temps, je vais apprendre », parce qu'il y a des choses à apprendre. Tu te retrouves en plus face à l'inconnu quand tu lances un projet, quand tu deviens indépendant, tu as plein de choses à gérer. Comment ça va se passer pour les déclarations fiscales? Comment ça va se passer pour éventuellement la TVA si tu es soumis à la TVA? Comment ça se passe mon projet? Est-ce que je vais avoir des clients, pas des clients? Est-ce qu'ils vont être présents? Combien de fois est-ce qu'ils vont acheter chez moi? Qu'est-ce que je peux leur vendre? Est-ce que j'ai des compétences à développer? Qu'est-ce que moi je dois faire de mes journées? Comment j'organise mon temps? Quel état d'émotion aussi je vais devoir gérer? C'est-à-dire mes peurs. Peut-être de l'ennui. Peut-être qu'au début, tu vas t'ennuyer dans ton activité. Donc c'est important de comprendre que tes proches partent du principe qu'ils ne vont pas te soutenir, qu'ils ne seront pas là pour toi, qui vont en fait être là qu'à partir du moment où tu auras déjà fait tes preuves depuis longtemps. Et moi, je vais te dire, moi, j'ai commencé mon activité sans rien dire à
personne. J'ai fait mon truc en me disant, je dirais peut-être ça dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et j'ai commencé, en fait, ce qu'on ne sait peut-être pas, enfin peut-être vous ne me connaissez pas, je m'appelle Catherine, et donc ce que j'ai fait il y a 7 ans, j'ai quitté mon boulot d'employé, et donc ça demandait de remettre ma démission dans un boulot que mes parents considéraient être un boulot super parce que on était payé correctement, on avait ce qu'on appelle des avantages sociaux, hein, donc ils me voyaient comme étant en sécurité dans ce travail-là. Sauf que moi, on va dire clairement, ça m'excitait pas trop de rester là parce que ça me correspondait plus. En fait, au moment où j'ai postulé, je cherchais quelque chose, notamment des contacts sociaux, de m'insérer dans une société parce que je l'avais été, mais pas aussi longtemps. Donc, j'avais besoin certainement d'une forme de reconnaissance de la part d'un employeur. Et j'étais arrivée à mon résultat, on va dire. Et là, j'étais pas passionnée par ce que je fais. Du coup, c'est quoi ta passion? Moi, ma passion, c'est la psycho. J'adore décortiquer les choses, analyser les gens, les comportements, les interactions entre les gens et les aider à sortir de ce qui est toxique, mais aussi à se déployer, vraiment, à tout niveau. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans leur couple, dans leurs relations d'amitié, arriver à se faire des amis, par exemple, alors qu'on n'y arrivait pas, arriver surtout aussi à être heureux soi, à avoir confiance en soi. C'est vraiment un gros morceau que d'avoir confiance en soi, de s'estimer soi vraiment. Et en fait, on peut pas réussir, et quel que soit le domaine, on a besoin un minimum d'avoir confiance en soi, d'estimer être une personne valable, pour aller réaliser des rêves, quel que soit le domaine. Créer un couple, c'est peut-être un rêve que vous avez. Créer une belle amitié, c'est peut-être un rêve que vous avez. Créer, ne fût-ce que une confiance en soi-même, en ses capacités, c'est un rêve que vous devez déployer aussi. Vous pouvez pas réussir quelque chose sans développer des compétences, sans apprendre quelque chose, sans aussi changer le rapport que vous avez à vous s'il n'est pas très bon, justement. Et quand on a eu des parents toxiques, le problème, c'est ça, c'est que malheureusement, on ne peut pas se dire qu'on a les compétences. En fait, on n'arrive pas à percevoir qu'on a en soi tout ce qu'il faut, mais on a tellement été convaincus par ces gens-là qui sont toxiques qu'on n'était pas une belle personne, qu'en fait, on ne se donne pas l'autorisation de réussir. Et quand on commence à réussir, alors on se sabote aussi. Il y a ce côté-là. Donc, syndrome de l'imposteur, c'est se saboter soi, c'est ne pas laisser de place à ses projets parce qu'on pense qu'on peut pas y arriver, que d'autres personnes sont forcément meilleures, alors qu'en fait, les autres sont pas forcément meilleurs. Vous avez peut-être quelque chose de particulier à apporter, justement, dans votre passion, qu'une autre personne ne pourrait pas apporter. Vous avez même parfois des compétences exceptionnelles et malgré tout, vous n'arrivez pas à les mettre à profit. Donc c'est super important de comprendre que c'est pas parce que on est incompétent qu'on ne se sent pas compétent. C'est plutôt parce que on a une mauvaise image de soi, une mauvaise vision réelle de ce qu'on est. Donc c'est-à-dire on ne se voit pas réellement comme on est, on voit pas ses vraies compétences et surtout on voit pas qu'on peut apprendre. Quand on a confiance dans le fait qu'on peut progresser, apprendre, etc., là, on peut développer des compétences. Et plus vous allez faire justement d'expériences qui vous amènent à penser que vous devenez compétent, doué, etc., plus vous aurez confiance en certaines capacités. Il est normal que quand on commence un travail, que ce soit un travail parce qu'on a été engagé, que ce soit un travail parce que nous, on s'est lancé dans une activité, il est normal de devoir apprendre et qu'il y ait des choses qu'on ne connaisse pas. Donc oui, effectivement, ce qu'on nous met dans le crâne et ce qu'on se laisse mettre dans le crâne, parce qu'on est aussi un peu responsable du fait qu'on entretienne ou pas certaines idées, ça a des impacts hyper importants. Donc vous pouvez avoir effectivement autour de vous des gens pas super sympas avec vous, qui ne veulent pas vous voir réussir, et durant tout le temps que vous fréquentez ces personnes-là, vous êtes en train de manger, on va dire, leurs idées à ces personnes-là, sur vous. Et vous êtes en train de vous dire, je suis pas compétent, je peux pas y arriver, les autres oui. Et donc, finalement, vous avez cette impression de passer tout le temps à côté de votre vie, à regarder les autres comme s'ils montaient dans les trains, et comme si vous restiez sur le bord du quai, à jamais prendre une destination. Vous avez cette impression aussi que les autres font des expériences, certes, ils se plantent parfois, mais vous n'arrivez même pas à monter dans le train, en fait.
Et donc, il faut mettre à distance, pas forcément les personnes en question, mais surtout les idées qu'on vous a mis dans la tête. Parfois, il y a des gens qui quittent des personnes toxiques, mais qui n'arrivent pas justement à s'épanouir après ça, parce qu'ils gardent dans leur tête, là, des idées toxiques qui n'arrivent même pas, en fait, à voir comme étant pas leurs idées à eux. C'était pas vos idées à vous sur vous, c'était les idées des autres. Et ben, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Et si vraiment vous arrivez à vous dire, peu importe ce que les autres pensent de moi, si moi j'arrive à voir mes compétences, à leur faire confiance, à les développer, non pas à me considérer comme parfait bien sûr, on n'est jamais parfait, mais à me dire je suis en progrès. Et je peux vendre une connaissance si je l'ai vraiment, je peux vendre une capacité si je l'ai développée, mais je vais pas vendre plus que ce que j'ai comme possibilité en fait. Je sais que moi je peux par exemple aider quelqu'un à quitter son boulot parce que c'est ce que j'ai fait, je sais qu'on ressent exactement des peurs, etc. Par le fait d'être passé par une difficulté, de l'avoir résolu, je vais essayer de parler français, de l'avoir résolu ça moi-même, ce qui se passe, c'est que effectivement, je peux accompagner quelqu'un parce que je connais ce qu'on peut ressentir et surtout je peux comprendre comment la personne va le vivre et je peux déjà lui montrer qu'il y a des solutions. Je peux lui dire, regarde, c'est possible en fait. Et déjà ça, en fait, si vous voulez réussir un truc dans votre vie, entourez-vous de personnes qui l'ont déjà fait. Parce qu'ils vont vous montrer par leur histoire, par des faits concrets, que vous, vous pouvez le faire aussi parce que c'est possible en tout cas. Et effectivement, l'étape d'après, c'est se dire, c'est possible pour moi. C'est pas que possible pour certaines personnes, c'est possible aussi pour moi. J'ai ces impressions et je me demande si je ne suis pas TDAH. C'est possible, mais le TDAH peut être mis aussi à profit dans des activités professionnelles. Ça, c'est un truc qu'on ne vous dit pas. Oui, le TDAH est considéré comme un handicap quand il vous handicape réellement, mais si vous arrivez à combiner des idées qui vont très vite, une certaine hyperactivité, une certaine excitation, mais que vous canalisez dans quelque chose, bah là, c'est comme avoir un bolide entre les mains, c'est sûr, ça peut déraper plus vite, mais vous pouvez aussi avancer plus vite. Donc, essayez de voir le positif de votre fonctionnement. Tous les fonctionnements ont en fait des particularités et donc des avantages. Et vous, votre tâche à vous, c'est qu'on vous a donné dans les mains des outils, prenez ça comme ça. Donc, vous avez un fonctionnement, vous avez une personnalité, vous avez une famille, vous avez... Parfois, il y a des choses qui ne vont pas, hein, et on le sait tous, mais prenez ça comme... Où sont mes avantages? Qu'est-ce que je peux faire de ça qui m'avantage par rapport aux autres? Par exemple, si j'ai une famille toxique, je vais comprendre les personnes qui vivent dans des familles toxiques. Et je vais comprendre l'impact que ça peut avoir sur moi et sur les autres, puisque je l'aurais vécu. Vous voyez? Là, c'est une façon de... Je retourne la situation. Ce qui était un inconvénient peut devenir à certains moments un avantage. Et c'est toujours ce que vous devez veiller à faire. Dans votre vie, si vous faites ça pour tout, il n'y a rien qui sera un réel obstacle. Vous allez le transformer à chaque fois. Mais la transformation de la chose, elle dépend de vous. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois parce que généralement, on peste contre la chose en question. On va rester bloqué tout un moment et se dire, c'est vraiment pas de chance. Et parfois, on se dit, purée, la vie, elle est pas facile avec moi et tout. Mais en réalité, vous pouvez tout transformer. À un moment donné, les choses peuvent s'inverser. Et ça, vous devez toujours garder ça à l'esprit, que chaque fois que vous rencontrez un problème, et plus le problème il est gros, plus vous êtes assis sur un coffre au trésor qui est gros en fait. Et vous devez chercher à l'ouvrir pour vous et à en faire un avantage. Finalement, je ne suis pas allée à mon examen mercredi car je me sentais pas prête. Tu parles d'un examen de quoi exactement? C'est scolaire? C'est un examen pour réussir un entretien? Parce que ça peut être une forme d'auto-sabotage parce que t'as pas confiance en toi. Parce que tu peux avoir le syndrome de l'imposteur qui est caché derrière. Si, à l'université, ok, alors, ici, on est de toute façon, on n'est pas à la fin de l'année. Donc, tu peux représenter normalement l'examen en fin d'année. Donc, peut-être c'est une décision qui peut être stratégique pour toi. Si tu n'es vraiment pas prête, peut-être qu'il vaut mieux ne pas passer l'examen plutôt que de le rater. Maintenant, moi, je vais te dire, l'important, c'est par contre, n'évite pas
de te confronter à certaines épreuves. Parfois, on est convaincu qu'on va se planter, et quand on fait quelque chose, finalement, on y arrive quand même. Il y a plein de situations quand t'as pas confiance en toi, où t'as l'impression que tu peux pas y arriver, et puis finalement tu réussis. Moi, honnêtement, quand j'ai fait mes études, il y avait une fille avec qui j'étais beaucoup, enfin on était 7 à former un petit groupe hein, au final, et il y avait une personne, systématiquement, elle sortait de son examen, et particulièrement les oraux, elle allait comme ça, elle était hyper stressée, et elle me faisait, je me suis plantée. Et quand elle me disait ça, et particulièrement quand elle me disait ça, je savais qu'en fait, elle voyait surtout les erreurs qu'elle avait faites possibles. Et en réalité, la plupart du temps, elle avait réussi. Donc je savais très bien que quand elle sortait en étant comme ça, stressée particulièrement, c'est parce qu'elle perdait confiance en elle qu'elle disait ça, qu'elle avait cette émotion-là. Et je lui disais chaque fois, tu verras bien parce que chaque fois tu dis ça, mais n'oublie pas que t'as peut-être réussi. Mais parfois, elle était déprimée au point de se dire je vais pas présenter mes examens juste après, le lendemain elle avait un autre examen, je lui disais non, tu y vas, tu es capable, tu y vas, simplement c'est mets ça de côté, tu verras bien et tu aviseras à ce moment-là, si tu l'as raté, tu aviseras. Et la plupart du temps, eh ben, elle avait réussi. J'ai aussi vu des élèves aussi d'études supérieures, etc., hein, pas d'un bas niveau, qui pareil ont abandonné alors qu'en fait ils étaient en train de réussir leurs examens. Ils ont arrêté parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'y arriveraient pas et non pas. Donc il n'y avait pas de vraies compétences là derrière. Ils avaient les compétences, mais ils perdaient confiance en eux. Et il faut savoir que c'est vrai que dans certaines écoles, on vous met justement aussi dans des situations où on vous dit, donc vous répondez à un examen oral et on vous regarde en disant « T'es sûr ? T'es sûr de toi ?» Comme si derrière vous pensez « Mince, c'est peut-être pas ce que je devais dire. » Et si vous doutez de vous, plutôt que de dire « Bah oui, je suis sûre », bah la personne va dire que bah, t'as pas vraiment bien étudié, tu connais pas vraiment ta matière parce que t'es pas sûr de toi. C'est certains profs qui font ça, et ça existe depuis la nuit des temps. Il faut le savoir qu'effectivement, la manière dont on se perçoit, si on n'arrive pas à croire en soi-même, vous n'arriverez pas à avoir des résultats terribles à l'école. Et ça n'a rien à voir avec votre intelligence, ça n'a rien à voir avec vos compétences. Il y a des gens qui sont hyper compétents, qui pourraient développer plein de choses terribles, et qui ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas. Donc la première étape pour réussir quelque chose, c'est oser croire que c'est possible pour vous. J'ai pas dit pour le voisin, j'ai dit pour vous. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent, bah oui c'est possible pour les autres, mais pas pour moi. Ben voilà. Donc il y a des gens qui croient que les autres sont plus compétents qu'eux, et c'est pas vrai. Souvent, c'est pas vrai. Il faut travailler à enlever ces barrières, et ça se fait en thérapie aussi. Hein. Parfois, on voit une personne justement pour ça. Moi, j'adore travailler là-dessus avec certaines personnes, parce que justement, comme ça, on regarde comment ils fonctionnent, et on regarde aussi qu'est-ce qui a dysfonctionné, pourquoi ils sont persuadés à ce point-là de ne pas pouvoir arriver à des résultats alors qu'ils pourraient. Et dans tous les cas, même si t'es pas sûr de pouvoir y arriver, pourquoi tu ne te donnerais pas vraiment la chance ? Parfois, justement, se planter, ça veut dire aussi, je vais voir où je ne suis pas compétente et ce que j'ai à améliorer. Mais je ne peux pas le savoir si je ne me suis pas trompée. Il y a des examens comme ça où vous avez besoin de les recommencer. Moi-même, durant mes études, j'ai dû repasser certains examens. Non pas parce que j'étais pas compétente, simplement parce que je n'avais pas compris l'optique du prof. Parfois, il faut aussi regarder que veut cette personne quand elle me pose cette question. Comment, du coup, je vais répondre à ça? Et ça peut vous servir aussi relationnellement. Votre compagnon, votre femme, quand elle vous pose une question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est son intention? Quels sont ses besoins? Si vous vous posez cette question-là, vous allez répondre plus juste, justement. Oui, je prends des consultations. Donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter déjà ici par message, mais aussi par mon adresse email qui est catherinerdv, comme rendez-vous, @hotmail.com. Donc catherinerdv@hotmail.com si vous souhaitez. C'est pas une obligation bien sûr, hein, c'est pour les personnes qui le ressentent, qui sentent qu'ils ont besoin de travailler sur quelque chose. Donc là, il n'y a pas de problème.
ce qu'on peut faire, c'est justement développer la confiance en soi. La confiance en soi, elle se développe pas en une fois, bien entendu. On va déjà regarder quelles sont les zones où vous manquez de confiance en vous, ce que vous visez. Donc quand c'est les études, on veut réussir son diplôme. Je pense que l'objectif est assez clair, mais parfois l'objectif, il est pas assez précisé. On sait que par exemple, on voudrait bien trouver un boulot, mais on sait pas ce qu'on doit faire pour ça. On sait pas dans quoi. Là, peut-être que justement, faut se reconnecter à soi et au fait de se faire confiance à soi-même pour oser trouver ce boulot. Ou peut-être que derrière ça, il y a justement le fait de se lancer comme entrepreneur parce que c'est mieux pour nous. Donc effectivement, il n'y a pas de rien, les réponses sont logiques. Enfin, voilà, je réponds à toute personne, j'essaye. Hein. Si jamais vous avez des questions et que vous voyez que j'ai loupé votre question, que j'ai pas répondu, vous pouvez la remettre. Hein. Maintenant, faut pas spammer non plus 15 fois alors que je suis en train de répondre à une autre question, hein, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à remettre vos questions, ça pose pas de problème. J'autorise ça tout à fait. Hein. Donc effectivement que le but c'est d'aller voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous aussi. Peut-être que le mieux pour vous c'est vous n'osez pas vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous en rêvez et finalement comme vous n'osez pas, vous allez justement rester dans un boulot qui n'est plus pour vous vraiment ou vous allez chercher un boulot qui ne vous conviendra jamais vraiment exprès en fait. Vous ne pouvez pas vous épanouir quelque part peut-être parce que vous rêvez d'autre chose profondément. Savez-vous comment arrêter d'avoir peur de l'échec? Oui, justement, l'échec, en fait, il faut changer le regard qu'on a sur lui. Donc, bonjour SMR, bonjour, bienvenue. Donc oui, effectivement, quand on a peur de l'échec, c'est parce qu'on comprend pas que l'échec, il a une fonction. La fonction de l'échec, c'est justement de vous faire apprendre quelque chose. Est-ce que vous avez déjà regardé un enfant qui apprend à marcher? C'est tout simple, il y a personne qui va dire celui-là il arrivera jamais à marcher à la première fois qu'il se gamelle évidemment parce que c'est normal tout simplement de trébucher, de tomber, de se faire mal, d'apprendre à se relever, de savoir comment je vais faire pour me relever, c'est tout. Enfin en fait c'est compliqué pour un enfant et on l'a tous fait. Du coup on sait tous généralement marcher, mais le truc c'est que ce qu'on ne comprend pas c'est que c'est l'échec qui nous a permis d'arriver là où nous en sommes. Et quand vous comprenez ça, en fait, vous comprenez aussi que peut-être le problème de l'échec, c'est pas l'échec en lui-même, c'est le jugement que vous allez poser sur vous. En vous disant, ah, je suis trop minable, je savais que j'étais un nul. Et donc, ça confirme un truc que vous pensiez de vous, et ça renforce quelque chose au fond de vous, où vous allez vous dire, je ne mérite pas de réussir, et vous allez comme ça engranger toute une série d'idées qui sont fausses, et qui vont vous emprisonner, en fait, et qui vont justement vous amener à déprimer parce que vous manquerez complètement d'amour pour vous. Et donc ça, c'est une vraie source de souffrance. Si vous vous parlez déjà mal et que vous-même, vous n'osez pas croire en vous, qui va croire en vous? Les gens qui ne vous connaissent pas ne vont pas croire en vous comme ça gratuitement. Ils vont croire en vous à partir du moment où vous osez vous-même croire en vous. Et c'est ça en fait tout le processus, c'est qu'on attend des autres d'être aimés alors qu'en fait, pour s'aimer soi, il faut commencer par soi, par avoir un bon rapport avec soi, par s'encourager intérieurement, par se gameler et de se dire « Ah, c'est pas grave, je t'aime quand même. Tu viens de te tromper, tu viens de te planter, tu vas apprendre. » Merci pour le cœur sur toi, Queen. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Et donc effectivement que c'est compliqué de penser comme ça parce qu'à l'école, on nous a dit quoi? On nous a dit quand vous faites des erreurs, je t'enlève un point, je te sanctionne, tu n'es pas un bon élève, regarde comme t'es nul. Le message derrière la sanction, le fait d'avoir un point et après de peut-être se faire engueuler parce qu'on n'a pas assez de points, c'est ça qui fait qu'on a peur de l'échec à cause de ça. Merci pour le cœur sur toi, merci beaucoup Rose. Donc effectivement, c'est parce qu'on nous a éduqués d'une mauvaise manière. L'école ne nous apprend pas des choses super utiles là-dessus, ne nous apprend pas à avoir confiance en nous. Et ça pose un vrai problème. Je vais pas critiquer l'école, mais je suis pas très fan de l'école, moi, à la base, parce que justement, on n'apprend pas aux gens à s'entraider. On dit aux autres, si t'aides l'autre à côté, tu triches. Donc on peut pas être gentil. C'est bizarre quand même. On vous apprend à ne compter que sur vous. Alors qu'en fait, quand on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des solutions chez les gens qui ont des solutions. Qui sont capables de nous dire, c'est par là, il y a des solutions, regarde, moi j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas faire à ta façon, mais c'est possible, et regarde comment c'est possible. Regarde, il y a des techniques pour ça.
Donc effectivement que il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est de croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, certainement c'est parce qu'on n'a pas cru en vous, ça vient de quelque part. Et donc vous pouvez toujours pester et dire ça vient de mes parents, ils m'ont pas donné la bonne éducation, ils m'ont pas encouragé, ma famille était pas très présente peut-être, faisait pas attention à moi, etc. Mais il y a un autre problème, c'est que c'est vous qui ne vous êtes pas encouragé, qui n'avez pas appris à vous encourager parce que ça s'apprend. Le problème, c'est pas de manquer de confiance en soi. Le problème, c'est même pas d'échouer. Le problème, c'est pas non plus de ne pas savoir. Le problème, c'est de penser qu'on n'est pas capable d'apprendre. Le problème, c'est de penser que les erreurs sont un problème. Le problème, c'est de penser que quand on fait des erreurs, on est nul. Le problème, c'est de penser que l'échec est un problème aussi. Et un grave problème. Et de s'identifier au niveau de sa valeur, de considérer que sa valeur, elle dépend de nos réussites, et qu'on est nul quand on échoue, et qu'on est doué quand on réussit. Mais on reste la même personne. Que vous échouiez, que vous soyez en train de réussir ou pas, vous êtes la même personne. Votre valeur, elle est déjà là. Vous êtes déjà un être humain qui est possiblement un être humain doué de raison, avec une vraie gentillesse. Vous êtes certainement capable de plein de choses. Et puis paf, on vous met en échec scolaire et vous vous dites « je suis trop nul ». Alors que vous savez faire plein de trucs. Le truc, ce serait plutôt de regarder « tiens, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ?» Dans ce cas-là, je continue, je recommence, je m'acharne, c'est les profs qui ont tort. Ou au contraire, peut-être que moi, mon truc, c'est d'être passionné par autre chose. Et quand vous êtes passionné par quelque chose, vous avez envie d'apprendre. Vous allez chercher à apprendre. Vous allez vous renseigner sur un sujet parce qu'il vous passionne. Vous allez continuer à tester, à expérimenter des choses. Et il y a des gens comme ça, ils sont doués parce qu'on leur fout la paix et qu'il y a personne pour les juger quand ils se plantent. Et c'est pour ça qu'ils deviennent doués dans quelque chose d'artistique, doués dans quelque chose de mécanique, doués dans leur garage à fabriquer quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a personne pour les juger. Et que comme jamais personne ne les a jugés sur quelque chose de précis, et là, ils ont confiance en eux parce qu'ils apprennent, ils ne s'empêchent pas d'apprendre et ils continuent chaque fois de réessayer quand ça se plante. C'est normal tout à fait de faire des choses et pas y arriver tout de suite. La plupart du temps, tout ce qu'on a fait, on a échoué. Quand on a commencé à parler, on a fait plein de fautes. Et moi, j'en fais encore, regardez. Quand je suis fatiguée, je bafouille, je fais n'importe quoi. Donc, est-ce que pour autant, vous considérez que je ne sais pas parler? Que je suis pas douée là-dedans? Vous voyez? Ça n'empêche pas de faire des erreurs. Le truc, c'est de se dire, faites des choses avec plein d'erreurs dedans, mais ce sera déjà mieux que de rien faire. Vous allez apprendre au fur et à mesure. Vous allez vous perfectionner au fur et à mesure. Et quand bien même c'est pas parfait, c'est quand même fait. Et quand c'est quand même fait, vous avez quand même un message. J'arrive quand même à vous délivrer un message, alors que mon discours, il n'est pas parfait. Et c'est ça, le truc, c'est que on vous a appris à ne pas faire d'erreur à l'école. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Et je vais même vous dire, cherchez surtout à être imparfait. Parce que ce qui vous bloque, c'est peut-être ça de vous dire, il faut que tout fonctionne toujours, tout de suite. Ben non, en fait. Non. Il faut essayer, tenter. Essayer de réaliser son rêve, essayer d'y aller, essayer de se donner une chance, essayer les choses en se disant, quoi qu'il arrive, je réessayerai derrière si ça ne va pas. Et c'est comme ça que les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas d'essayer. C'est parce que quand ils se plantent, ils se disent, zut, certainement, ils pestent, même peut-être ils sont tristes, mais ils se disent, demain j'y arriverai. Et si c'est pas demain, c'est après-demain. Et si c'est pas après-demain, ce sera encore après. Et si c'est pas après-demain, ce sera dans un mois. Mais si c'est vraiment mon rêve, que ça me tient vraiment à cœur, j'ai pas le droit d'arrêter d'essayer. Je n'ai pas le droit. Quel que soit votre rêve, et quel que soit le nombre de cons, parce qu'on va appeler un chat, quel que soit le nombre de cons qui vous disent « Bah non, tu peux pas faire ça. Bah non, t'es pas doué. Bah non, t'y arriveras pas. » Parce que pour l'instant, t'as l'air d'une clinche. T'as l'air de... Je sais pas, t'as l'air de pas savoir ce que tu fais. T'as l'air de... d'un pantin, etc. Bah oui, parfois on n'a pas l'air doué. Et alors? Comme je l'ai dit, on ne dit pas à un enfant qui vient de se gameler parce qu'il apprend à marcher, tu ne marcheras jamais. T'as vu, tu viens de t'étaler de tout ton long. Bah oui, mais ça nous arrivera toujours à tous. Et les personnes qui vont loin sont des personnes qui se relèvent et qui marchent.
et qui marche, et qui se regamelle, et qui marche encore. C'est juste une question d'éducation. Apprenez à vous éduquer, à réessayer toujours. C'est important de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas que chaque fois que vous essayez quelque chose, si vous vous dites « je suis nul, j'y arriverai pas, j'abandonne », alors vous n'y arriverez pas. Si par contre vous vous dites « je vais réessayer, je vais essayer autrement », ou je vais essayer avec d'autres personnes, ou je vais essayer dans d'autres lieux, peut-être dans d'autres circonstances, ou peut-être dans un autre pays, si vous changez tout ça, il y a beaucoup de chances que ça fonctionne. Le truc, c'est que quand on se gamelle, le problème, c'est qu'on réessaye de la même manière, dans les mêmes situations, avec les mêmes personnes, et si on fait la même chose, ben on a les mêmes résultats, généralement. Il faut changer quelque chose. L'enfant qui s'est gamellé s'est dit « Ah, j'ai perdu l'équilibre exactement à ce moment-là. J'ai senti dans mon corps que j'ai mis mal mon pied. Je vais essayer de mettre mes pieds mieux. » Bah, juste ça, il change un petit détail et comme par hasard, les performances sont meilleures. Changez un petit détail et vous aurez toujours des meilleures performances. Mais arrêtez de vous mettre une pression en train de vous dire « si je me gamelle, je suis nul, si je réussis, je suis génial ». Votre valeur ne dépend pas de vos réussites. Votre valeur dépend de ce que vous pensez à l'intérieur, de votre courage, de votre capacité à vous relever, peut-être, mais dépend surtout de « c'est quoi mes valeurs? Comment je me définis? C'est moi qui décide si je suis quelqu'un de bien ou pas. » Je me fiche pas mal de savoir que monsieur Y qui me connaît pas, il m'a jamais vu de sa vie, va me dire que je suis trop moche, trop bête et que j'arriverai pas et que, il va me critiquer de toutes les façons. Qu'est-ce que ça, je m'en fous si la personne ne me connaît pas. Voyez? Par contre, je m'en fous pas si après je me dis, ah ben il a raison en fait. Parce que là, je suis en train de me critiquer moi. Or moi, je suis la personne qui me connaît le mieux. Donc si mon avis sur moi est négatif, alors que je suis la personne qui me connaît le plus intimement possible, alors que déjà on se connaît pas, dans tout, en fait, on peut pas tout connaître de nous, on se découvre tous les jours, et c'est ça le chemin de la vie aussi, c'est que c'est génial de se découvrir tout le temps. Si vous êtes passionné de vous, vous n'allez jamais vous ennuyer, vous n'allez jamais être malheureux, parce que vous êtes une vraie aventure à vous tout seul, et vous la vivez du plus profond de votre cœur, et c'est ça être heureux finalement. Mais franchement, si vous arrivez à avoir une opinion positive sur vous, vous serez déjà votre meilleur ami. Et donc il y a beaucoup plus de chances que vous réussissiez certaines choses. Même si c'est pas forcément garanti toujours. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où on n'est pas levé du bon pied, il y a des jours où on n'a pas de chance aussi parfois. Mais souvent, quand on essaye, on augmente les chances drastiquement de forcément réussir des choses. Donc c'est très très important, oui, j'en découvre tous les jours moi aussi, Barcelone, c'est exactement ça. Je pense que c'est important de garder cet état d'esprit-là. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas vous lancer et que vous n'osez pas être vous, que vous n'osez pas peut-être être dans l'amour avec quelqu'un, de faire un couple, de même d'aborder les gens, de créer quelque chose tout simplement dans la vie. Si vous ne croyez pas en vous, vous êtes foutu. Votre premier devoir par rapport à vous-même, c'est de croire en vous-même. Non pas de croire que vous êtes formidable et que vous êtes magnifique au point que tout est parfait chez vous, mais vous pouvez être magnifique en étant profondément imparfait. Et on l'est tous. Et c'est ok. Et plus vous allez accepter le fait d'être imparfait, plus vous allez être tolérant avec vous-même, plus en fait vous allez être ouvert aussi aux autres, parce que vous serez pas en train de vous dire « Ah là là, la personne va me juger, etc. » Et vous serez moins centré sur vos peurs à vous. Et donc plus dans l'accueil de l'autre. Et c'est ça aussi qui permet, par exemple, de plus facilement faire en sorte que certaines personnes vous s'intéressent plus à vous. Qu'il y a des gens qui vont avoir envie d'être votre ami parce que vous êtes en train d'être déjà votre propre ami. Il y a plus de personnes qui vont vous draguer si vous vous respectez déjà vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont sentir que vous êtes super intéressant, que vous êtes joyeux, que vous êtes en train d'avancer tous les jours, que vous êtes en progrès, que en fait vous savez quelque part emmener les autres avec vous parce que vous emmenez déjà vous-même. Si vous voulez être un leader quelque part, dans votre vie, si vous êtes artisan, si vous êtes indépendant, si vous êtes coach, que vous voulez mener les autres vers quelque chose de chouette, menez-vous déjà vous-même. Menez déjà vos propres batailles. Soyez fiers de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez comme difficulté. Ne vous jugez pas sur les difficultés que vous avez. Dites-vous, c'est peut-être ma chance. C'est peut-être ma chance.
Nos vrais combats partent de nos vraies douleurs et nos vrais rêves généralement aussi. Si vous rêvez de quelque chose profondément dans la vie, c'est parce que vous avez rencontré des vraies galères aussi. Ce qui vous a manqué dans le passé sera ce que vous souhaitez le plus pour votre futur, généralement. Si vous avez manqué d'amour, vous allez chercher beaucoup d'amour. Et vous allez aussi être à l'origine de cet amour, par exemple. Donc, mais à condition de choisir de faire ça. Il y a des gens, ils ont reçu de la haine et ils distillent de la haine. Et ben ça, c'est un choix. Mais vous avez aussi le choix de dire, j'ai reçu de la haine, j'ai souffert de ça. Du coup, je choisis l'amour. Du coup, je choisis que cette haine-là, elle s'arrête maintenant. Je ne la transfère pas aux générations suivantes. Je ne la transfère pas aux personnes que je rencontre. Au contraire, je comprends à quoi c'est dû, le mécanisme, mais moi, je considère que je veux être avec moi la meilleure personne pour moi. Si mes parents étaient toxiques avec moi, ne m'ont pas encouragé, que j'étais pas leur favori, que ils ont passé leur temps peut-être à me faire du tort et du mal, ou que ma famille a fait ça, peu importe qui finalement, je suis pas obligée de faire la même chose avec moi. Là est votre vraie liberté. Et c'est aussi se rendre compte que finalement, on a beaucoup de choses à choisir. Il y a des choses qu'on choisit pas. Il y a des choses qu'on subit, c'est vrai. On n'a pas tous la même enfance, on n'a pas tous le même milieu, on a certains avantages et pas d'autres. Et on est tous plus ou moins dans une situation de plus ou moins. C'est plus ou moins bon ou même parfois plus ou moins mauvais. Mais on va faire ce qu'on veut de ce qu'on a eu, en fait. Intérieurement, déjà avec vous, vous pouvez décider de quelles émotions, mais aussi quelles pensées vous allez entretenir. Un petit chat. Oui, t'es d'accord, toi? Donc voilà, profitez des bons moments de votre vie. C'est quelque chose que vous pouvez choisir de faire quand c'est possible. Parfois, justement, on se sent en souffrance et puis on va chercher pendant plusieurs années de sortir de cette souffrance. C'est parfois pas évident. Et on a l'impression que du coup, on peut pas être heureux ou qu'on peut pas réussir. C'est faux. Vous pouvez réussir. Vous pouvez sortir de tout ce qui se présente dans votre vie, mais acceptez de vous gameler. Acceptez de ne pas toujours trouver tout de suite. C'est important. Tu penses que la dépendance émotionnelle, c'est le nerf de la guerre? Non, pas forcément. Ce qui est important, c'est de savoir gérer ses propres émotions. C'est-à-dire d'accepter d'en ressentir, de ressentir parfois des émotions qui sont pas agréables, comme la colère, l'envie de vengeance, la tristesse, l'ennui, etc. Donc ce sont des émotions que si tu acceptes, tu ne les combats pas. Dans le sens où t'es conscient que t'as ces émotions-là, du coup ça va pas dériver justement quelque chose que tu ne voulais pas. C'est-à-dire que tu gardes quelque chose de l'ordre de la mainmise sur tes émotions. Et donc, non, tu n'es pas complètement indépendant, tu peux pas te dire je suis tout seul dans ce monde, il y a personne autour de moi et personne ne peut m'impacter. Ça c'est faux. Tu vois, ça c'est un peu trop extrême. On est toujours au milieu de ça. Mais te dire que ce sont les autres qui te donnent des émotions, c'est faux aussi. Parce que c'est toi qui décides, tiens, quelle pensée je vais entretenir au fond de moi ou pas. Tu vois, là est ta liberté. Je sais pas si c'est assez clair. Si c'est pas clair, redemandez-moi de préciser. Bonjour Véronique, bienvenue. Donc effectivement, si je suis pas assez précise, si vous avez des questions qui restent, si vous voulez plus d'infos, c'est une grosse clé effectivement pour être heureux, pour réussir dans la vie, n'importe quoi. En fait, ce que vous voulez vous, c'est pas n'importe quoi dans le sens où c'est ce qui vous touche vous. Le problème est peut-être aussi d'aller essayer de décrocher la lune parce que c'est ce que les autres voulaient pour vous et pas ce que vous voulez sincèrement vous. Peut-être que vous êtes influencé par ce que veut la société, parce que on vous a dit c'est comme ça qu'il faut être heureux, pas autrement. Mais si vous sentez que pour vous, il y a autre chose, cherchez quoi? Parce qu'à un moment donné, c'est que vous avez un rêve qui n'est pas encore exploré et que vous avez le droit d'essayer. Et même si vous essayez ou vous vous dites c'est pas tout à fait par là, ok, mais le chemin on peut le rectifier au fur et à mesure. Ah, c'est pas tout à fait là-dedans. Non, je vais plutôt faire ça. Ah non, mais j'aimerais bien rajouter peut-être cette activité qui me plaît. Et quand en plus on est passionné par plein de choses, on va chercher à faire de son activité des activités, des passions. Et c'est encore plus complexe à gérer, mais pour ça il faut savoir s'organiser, croire en soi un minimum, et c'est pas parce que vous croyez en vous dans un domaine que vous allez forcément croire en vous dans d'autres domaines aussi. Mais ça va aider. Parce que si au début vous vous êtes gamellé en vous disant je suis vraiment nul dans ce domaine-là, mais quand même j'ai envie d'apprendre. De toute façon au début on est tous nuls, plutôt. Merci pour la rose, Nena.
Et donc, ce qui se passe, c'est que, quand vous avez vu que vous étiez nul, mais que vous êtes quand même parvenu à un résultat, vous allez vous dire, mais alors c'est que c'est peut-être possible dans d'autres domaines. Et c'est ça, en fait, qui vous donne confiance en vous. Ce sont les expériences qui finissent par être des réussites. À terme, je parle. Pas forcément au tout début. Au tout début, on n'est pas doué dans plein de choses. Hein. Au tout début, quand vous avez eu pour la première fois, je sais pas, un ordi en main, probablement vous vous êtes dit, c'est quoi ces boutons-là? Vous avez un peu chipoté, puis vous vous êtes dit, ah, ça a l'air cool, mais je sais pas trop bien comment ça fonctionne. Et vous avez fait des erreurs, forcément. Et voilà. Mais c'est pas grave, au fond. Vous avez appris au fur et à mesure. Il y a plein de choses comme ça qui sont hyper complexes, que vous gérez, et que vous oubliez que vous gérez. Il y a plein de choses que vous avez apprises, vous avez été dans des galères monstrueuses, vous vous en êtes tiré, et vous avez oublié le fait que vous vous êtes sorti de ça. Vous avez considéré que c'était un coup de chance peut-être. Ben non. Là est votre génie, là est vos capacités, c'est vous qui avez réussi à sortir de ça, c'est vous qui avez guéri d'un chagrin d'amour, c'est vous qui avez décidé de trouver un nouveau boulot alors que l'autre venait de vous éjecter comme un malpropre, c'est vous qui vous êtes relevé de bien des choses, c'est vous qui êtes parvenu à digérer bien des situations, c'est vous qui arrivez tous les mois à payer votre loyer, c'est vous qui être parvenu, je sais pas moi, à décrocher le code, à conduire, à faire plein de choses. Mais peut-être parce que vous n'avez pas réussi jusqu'au bout à faire quelque chose, vous ne considérez pas non plus que ce sont des réussites. Parfois, il y a des gens comme ça, ils commencent des études, ils parviennent à dépasser la première année, ça se passe très bien, ils ont des résultats, et puis ils abandonnent en deuxième. Ils vont se dire c'est un échec. C'est un échec ou ce sont des acquis. Ok, t'as pas le diplôme, c'est un fait. Mais peut-être que c'est pas tellement un échec, peut-être que finalement, le plus intelligent, c'était d'arrêter là parce que c'est pas ton rêve et ton projet et que tu perdais ton temps en continuant. Maintenant, tu as des acquis qui un jour peut-être te serviront dans un autre domaine et tu ne le sais pas encore. Et puis un jour, ça te semble évident. Tu te dis, heureusement que j'ai fait un an là, ou heureusement que je me suis gamellée à tel endroit, ou heureusement que j'ai postulé dans ce travail qui était vraiment pas pour moi, mais au moins j'ai vu ce que c'était, ça m'a appris beaucoup. Peut-être que vos acquis, eh bien, vous allez les transférer ailleurs, et qu'en fait, eh ben, jamais plus, vous n'aurez cette impression d'échec complet, en fait. Regardez où ce n'est pas un échec. Plutôt que de toujours chercher les erreurs chez vous, cherchez ce que vous avez déjà réussi. Et si vous voulez arriver à avoir un projet et à commencer ce projet, cherchez tout ce qui est proche de ce projet que vous avez déjà fait et que vous avez déjà réussi. Parce que là, vous aurez du courage. Et là, vous allez vous dire, mais c'est vrai au fond, j'ai jamais fait de conférence avec, je sais pas moi, 100 personnes, mais peut-être que j'ai déjà parlé devant une classe quand j'étais adolescente. Est-ce que c'est pas une sorte de conférence? Comment ça s'est passé? Si ça s'est bien passé, justement, vous savez gérer ça, peut-être que vous arriverez à gérer les réseaux sociaux. Pour les personnes qui ont peur de faire des lives, par exemple. Vous voyez, il y a des choses qu'on a déjà qui sont acquises, mais on n'a pas conscience que c'est déjà là. Et c'est ça le problème. C'est ça aussi que l'école ne met pas assez en évidence, c'est on dit jamais à un élève, tu as raté ton année, certes, mais tu as réussi tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. Ce sont des réussites. Ok, la réussite n'est pas complète, alors on considère que c'est un ratage, un échec, alors qu'en fait, on ne devrait pas considérer et penser comme ça. Les gens qui réussissent sont des personnes qui voient ce qu'ils ont échoué, mais voient aussi les parties qu'ils arrivent à gérer. Et comme ils sont conscients de ce en quoi ils sont doués, ils vont justement soit choisir une activité là-dedans en se disant « tiens, je suis particulièrement doué là-dedans », alors que ça ne paraît pas être quelque chose d'exceptionnel du point de vue extérieur. Et les autres vont dire « ah, t'as réussi, non, regarde, t'as loupé ça, ça et ça ». Il y a des gens toujours qui vont pointer du doigt vos erreurs parce qu'ils sont habitués à pointer du doigt leurs propres erreurs. Le problème, c'est pas vous en fait. Le problème, c'est juste ils sont, on va dire, un peu drogués, un peu, conditionnés à ne voir que le négatif chez eux et chez les autres. Et donc du coup, les gens qui sont extrêmement critiques avec vous sont en fait extrêmement critiques avec les autres aussi. Bonjour Nadine, bonjour Nadir, bienvenue. Donc voilà, c'est très important de comprendre que quand une personne est en train de vous dire que vous ne pouvez pas arriver, c'est certainement parce que cette personne se dit à elle-même qu'elle ne peut pas y arriver. Ou que cette personne a l'habitude de voir les défauts chez les autres, de pointer du doigt
et de mettre le rouge sur les feuilles d'examen, là. Mais pas le vert. Enfin, je sais pas si enfin, moi c'était comme ça. On mettait du vert pour dire t'as réussi tel exercice et du rouge pour dire là c'est foutu, t'as raté. Et il y a des gens comme ça, ils passent leur temps à ne regarder que ce qui est rouge et ils ne regardent pas les réussites. Eh bien, ne soyez pas une personne qui regarde dans la vie des autres ce qui ne va pas. Regardez aussi ce que ces personnes savent faire, parce que le jour où vous avez besoin d'aller chercher chez les autres leurs compétences, vous êtes obligé de regarder ce qu'ils savent faire. Parce que quand vous aurez besoin d'aide sur quelque chose, eh ben, regardez les compétences réelles des gens, parce que c'est là que vous trouverez des personnes qui peuvent vous apporter de l'aide. Il y a des gens, ils sont extrêmement mauvais dans un domaine, mais peut-être vous les fréquentez parce qu'ils sont extrêmement bons dans un autre domaine. On a tous eu un jour un pote qui était extrêmement doué pour se connecter aux autres et qui connaissait tout le monde. Et donc du coup, on avait peut-être envie d'être pote avec pour connaître tout le monde aussi. Surtout quand on est un peu timide, on a tendance à valoriser ce qu'on n'a pas en fait. Si je suis pas très sociable et que je vois quelqu'un qui est vachement, je vais voir ses compétences. Mais je verrai pas forcément que cette personne-là, elle passe pas beaucoup de temps sur elle-même, peut-être, qu'elle n'a pas un rapport super avec elle-même, que c'est pas quelqu'un qui lit beaucoup, qui apprend beaucoup, etc. C'est peut-être pas quelqu'un d'intellectuel qui développe quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, il y a du compte chez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a des grosses qualités et parfois des choses qu'on ne sait pas faire aussi. Et donc, certainement, posez-vous la question, qu'est-ce qui est doué chez cette personne ? En quoi cette personne, elle est super douée. Malgré le fait que peut-être, il y a des choses, je voudrais pas ça dans ma vie en fait. Parce que ne pas avoir un bon rapport à soi, ne pas apprendre, moi, personnellement, ça me dérangerait. J'ai besoin d'évoluer, d'apprendre, je suis quelqu'un plutôt, on va dire, et je suis très manuel, mais je suis aussi très intellectuel. J'ai besoin des deux, ça m'équilibre. Donc je ne voudrais pas la vie d'une personne qui est tout le temps en contact avec tout le monde en fait. Mais par contre, je sais apprécier la valeur de cette personne dans cette compétence-là qui est extrêmement sociable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc si vous arrivez à voir effectivement ce dans quoi les autres sont doués, vous arriverez à voir ce dans quoi ils peuvent vous conseiller. Par contre, s'ils vous disent que vous n'y arriverez pas alors qu'eux-mêmes n'y arrivent pas, ce sont juste leur peur. Ils parlent de leur peur et de leur incapacité. Si une personne qui sait arriver quelque part vous dit « tu n'y arriveras pas comme ça », mais il va ajouter quelque chose du style « tu n'y arriveras pas parce que je vois que là tu fais une erreur, ou parce que tu te trompes peut-être là-dessus, ou parce que moi je ferais plutôt comme ça parce que je sais que ça marche ça ». Alors attention, c'est pas pour ça qu'ils détiennent la vérité. Il y a parfois beaucoup de façons de faire et qui fonctionnent. Donc quand vous écoutez les gens, n'écoutez pas que ce qu'ils disent, écoutez ce qui est derrière. Regardez, est-ce que cette personne elle est capable de faire ce qu'elle me promet ? Si cette personne l'a fait, probablement la réponse est plus facilement oui. Si cette personne ne l'a jamais fait, probablement c'est non. Cette personne peut être juste jalouse. Cette personne peut avoir peur que vous soyez en train de réussir. Et c'est souvent le cas des personnes toxiques, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment, si une personne ne vous encourage pas à faire quelque chose qui vous tient pourtant à cœur, ça peut être parce que cette personne, elle a peur de vous voir réussir, de vous voir épanoui, parce que cette personne ne sait pas s'épanouir elle-même, ne sait pas réussir pour elle-même vraiment, en développant des compétences, en ayant du courage, et en réalisant ses rêves, parce que cette personne, elle est peut-être tellement déconnectée d'elle-même, qu'elle ne sait même pas quels sont ses rêves. Donc moi je vais vous encourager, de toute façon, à rêver de quelque chose. À de rêver, non pas un petit peu, parce qu'on veut pas des petits rêves, ça nous fait pas trop rêver des petits rêves en fait. Rêvez-le vraiment. Donnez-y une place importante dans votre vie, à ce rêve. Et ce qui est important, c'est aussi de se dire, ok, mais je pars de là où j'en suis. C'est-à-dire généralement au point zéro ou avec quelques compétences peut-être qui viennent de d'autres domaines, ça c'est tout à fait possible. Je regarde ça et je me dis je peux que évoluer, progresser. Et donc pour évoluer et progresser, il faut que je m'encourage. Si je m'encourage pas, je tue mon rêve. Parce que je me considère pas capable d'atteindre ce rêve-là. Je peux me dire ce rêve est possible, mais pas pour moi. Ou ce rêve n'est carrément pas possible.
Donc effectivement, quand on rêve de quelque chose, c'est souvent, il est atteignable. S'il y a une personne sur cette terre qui a déjà fait ça, c'est que c'est possible. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était possible. Évidemment, on va pas faire des choses inutiles, on va faire des choses qui correspondent à qui on veut vraiment devenir. Ça aussi, c'est une grosse clé. Vous ne pouvez pas, en fait, vous lancer dans un projet sans changer la personne que vous êtes profondément. Ou plus exactement, devenir exactement la personne que vous ressentez être à l'intérieur, mais qui n'est pas encore sortie à l'extérieur. Donc, il ne s'agit pas de s'éloigner de soi, c'est l'inverse. C'est de se révéler à soi. Et pour moi, être entrepreneur, c'est tout ce cheminement-là, d'ailleurs. C'est vraiment se développer soi jusqu'à devenir complètement soi-même. Et oser être soi dans le monde en apportant le meilleur de soi. Ce qui vibre vraiment. Pas en mode « Ah, je vais tout déchirer, comme ça je serai le king et je serai reconnu par tout le monde ». Là, on voit qu'on cherche autre chose, on recherche une reconnaissance, mais qui ne vient pas vraiment de nous. C'est certainement pas notre rêve, mais plus le rêve de nos parents, de la société, de « j'ai besoin de briller pour quelqu'un ». Bah, peut-être que t'as un truc cassé à l'intérieur, alors. Mais si tu le fais parce que c'est ton projet, vraiment ton rêve, t'as envie de marquer le monde, t'as envie d'y aller parce que tu veux apporter quelque chose de particulier au monde, parce que tu veux t'apporter à toi aussi quelque chose de particulier, tu veux peut-être t'apporter des vraies connexions avec certaines personnes, tu veux kiffer vraiment le fait de travailler dans un truc, parce que se lever tous les matins, être comme ça en train de se dire oh, encore ce truc, oh, je vais devoir encore obéir et faire ce truc-là qui pour moi n'a pas de sens, bah, c'est pesant à un moment donné. T'as peut-être envie d'autre chose. Et c'est ça, le projet, c'est te réaliser vraiment toi, être heureux vraiment toi, parce que finalement, c'était vraiment là ta place, tout simplement. C'est pas briller pour briller, évidemment, c'est plutôt se réaliser soi, parce qu'on le mérite, tout simplement. Et on le mérite encore plus quand on a eu dans l'entourage des gens toxiques qui nous ont dit « c'est pas pour toi, tu peux pas réussir, fais ce que tout le monde fait, un boulot que t'aimes pas, bah c'est ok, tout le monde fait ça, accepte ». Bah non, en fait, si c'est pas ton rêve, c'est pas ton projet, ça vibre pas pour toi, tu n'es pas heureux là-dedans, ça montre clairement quelque chose. Si tu commences un travail et que tu commences à être hyper malheureux tous les jours parce que tu vas là-dedans et que ça te plaît pas et que tu fréquentes des gens qui sont pas bons pour toi, et que tu fais une activité qui te gonfle toute la journée, bah tu peux pas te sentir épanoui avec ça. Et peut-être que commencer par refuser de faire semblant que tu es soi-disant bien dans un truc où t'es pas bien, c'est peut-être le début. Mais ça demande du recul, ça demande une réflexion, et ça demande peut-être aussi de comprendre qu'on est en train de souffrir et que c'est pas normal en fait. Il y a beaucoup trop de personnes qui acceptent des souffrances inutiles, alors qu'ils pourraient être en train de s'épanouir dans un truc qui correspond vraiment à ce qu'ils sont. Donc c'est super important de travailler sur ce qu'on veut pour soi, sa confiance en soi, ses projets, aussi déterminer quels sont nos projets, ce qui va fonctionner ou pas aussi, parce qu'il y a des choses qui vont intéresser malheureusement pas grand monde, donc tu dois aussi comparer ton rêve, ton projet, à comment je le mets en place pour que ça intéresse des personnes éventuellement, parce que je vais pas avoir envie de travailler tout seul, j'ai envie que ce que je crée, je puisse le partager, je puisse... en fait que ça puisse servir à quelqu'un. Et peut-être que tu as besoin de liens, peut-être que au contraire ton rêve c'est de vivre dans un endroit où tu es tranquille parce que tu as besoin d'avoir de la paix. Il faut arriver à être honnête avec soi et à se dire c'est quoi mon projet, pourquoi et de quoi j'ai besoin maintenant. Ça peut changer et c'est ok. Et justement, quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, en fait ce qui est important c'est qu'on est notre propre patron, on veille sur nous-mêmes comme un parent sur nous. On a souvent entendu dire le patron ça représente un peu le père, le père que t'as pas eu, la mère que t'as pas eu, enfin ta patronne aussi. Et en fait c'est vrai, mais quand tu es ton propre patron, t'as intérêt à être un parent bienveillant pour toi. Si t'es en train de te parler mal, de te critiquer toute la journée, ça va être dur de travailler avec toi-même toute la journée. Et parfois c'est une des raisons pour lesquelles certains entrepreneurs, soit ils progressent et puis tout d'un coup, paf, ils retombent, ou soit au contraire, ils sont en train de se maltraiter pas mal en disant la discipline c'est important. Bah oui, c'est vrai qu'organiser ses journées c'est important, être motivé c'est important, la discipline est importante. J'ai mon puzzle qui arrive, forcément, ça arrive toujours à un moment donné. Voilà, je suis toujours douée en puzzle.
j'ai bien fait d'en faire quand j'étais petite. Donc, je disais, du coup, c'est important de savoir que on peut avoir des blocages parce qu'on se traite mal et parce qu'on s'oblige des choses qui finalement, on reproduit nous-mêmes parfois ce qu'un patron a fait avec nous, c'est-à-dire se maltraiter, être dans quelque chose qui nous fait finalement souffrir, qui ne nous correspond pas, etc. et s'imposer des choses qui sont pas bonnes pour nous. Si on est un couche-tard et un lève-tard, du coup, on va pas s'amuser à se lever tous les jours à 4 heures du matin parce que à ce moment-là, on est improductif, on est un lézard comme ça, complètement. Enfin voilà. Donc il faut aussi arriver à se dire qui je suis, de quoi j'ai besoin et comment je m'adapte à mes besoins à moi aussi pour m'épanouir. Plus je vais être épanouie, plus les autres vont l'être aussi. Parce que finalement, tout part de soi. Et c'est ça qui est important. Donc nous, on va pas rester tout seul dans sa bulle. Moi, je suis pour partager beaucoup de choses et pour se connecter à certaines personnes. N'oublions pas que on a un fameux atout, nous, dans notre génération finalement, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ont passé leur temps à poser des questions à des mourants. Vous avez peut-être entendu parler, il y a un livre vraiment qui relate ça. Je n'ai plus comme ça en tête le titre. Si vous l'avez, dites-le en commentaire, ça nous aidera. Mais donc il y a des gens qui ont passé leur temps à aller au chevet des mourants pour leur poser la question « Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans la vie ? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux, etc. » Eh bien, ce qui ressort, c'est que ce sont nos relations qui sont des belles relations, pas les mauvaises, qui nous rendent le plus heureux. À l'inverse, rester dans des relations hyper toxiques où on se dispute beaucoup, malheureusement, ça c'est tout l'inverse, ça rend pas heureux du tout. Ce qui nous rend heureux aussi, c'est de savoir gérer notre temps de travail. Donc certains regrettaient d'avoir travaillé beaucoup trop et de ne pas avoir laissé assez de place à leurs amis, de ne pas avoir été entretenir leurs relations d'amitié, d'avoir trop consacré leur vie juste à leur travail et à leur famille, mais de ne plus avoir d'amis. Donc effectivement, ce qui rend heureux aussi, et c'était un des regrets des mourants, c'est de dire j'ai trop écouté les autres en fait. Et donc je n'ai pas réalisé mes rêves. Je n'ai pas laissé de place à mes rêves. J'ai trop fait en fonction de ce que les autres voulaient. Donc ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et donc, du coup, vous pouvez vous dire que, riche de ces infos qui sont quand même super précieuses, l'intérêt de la vie, c'est quand même d'être en train de faire quelque chose qu'on aime vraiment nous, d'entretenir ces relations et de faire en sorte que nos relations à nous et aux autres, elles soient bonnes, parce que c'est ce qui rend vraiment heureux. Donc, dans votre travail, partagez de la meilleure façon possible. Essayez de faire ça en tout cas. Et surtout, ne travaillez pas trop, mais pas trop peu, parce que vous avez aussi besoin de vivre vos passions. Et donc, quand vous travaillez, autant que ça soit pour vivre vos passions, vos projets, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous rend vraiment vivant, en fait. Et ne perdez pas de temps dans quelque chose qui ne résonne pas pour vous, qui n'est pas adapté pour vous. Vous pouvez tester des choses en vous disant « je sais pas si ça pourrait me correspondre ou pas, je teste ». Et peut-être que je vais constater, parfois on est surpris, que ça nous plaît bien. Moi, à la base, quand on m'a dit tu vas travailler dans un magasin, parce que avant de travailler dans un centre d'appel pendant 8 ans, j'ai travaillé dans un magasin, dans les jeux vidéo, je me disais oulala, les jeux vidéo c'est pas un truc pour moi, ça n'a rien à voir avec la psycho, je vois pas ce que je vais faire là-dedans, mais j'avais une proposition et j'avais besoin d'un boulot, donc voilà. Et il s'est trouvé que j'avais 2 super collègues. Ils parlaient pas du tout ma langue, parce qu'ici en Belgique, on a une partie francophone, une partie néerlandophone, et quand je me suis retrouvée face à des personnes qui parlaient néerlandais, je me suis dit, oulala, il faut savoir que c'était ma bête noire à l'école. Je ne voulais pas apprendre des langues parce que je pensais être extrêmement nulle, et en fait du coup j'ai dû essayer de communiquer avec mes collègues, et comme on s'entendait bien, ils me charriaient en fait, ils blaguaient sur moi, donc j'avais extrêmement envie de comprendre et c'est comme ça que j'ai fait des progrès et que j'ai essayé de tous les jours avoir une phrase à leur sortir quand j'arrivais. J'avais un trajet de train, donc j'avais pris des bouquins pour essayer de comprendre, retenir des phrases et tout, et j'ai appris beaucoup plus qu'à l'école, même si les trucs de base que j'avais à l'école m'ont servi. Mais comme quoi,
on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va nous convenir ou pas. Parfois, il faut tester, il faut se confronter parfois à des expériences, parce que parfois, on n'imagine pas que c'est possible que ça soit aussi pour nous. Et parfois, c'est parce qu'on n'était pas dans le même milieu que c'était pas pour nous, en fait. Et donc, du coup, effectivement, je me suis retrouvée dans les jeux vidéo, à vendre des jeux vidéo. J'avais jamais tenu une caisse de ma vie. Je me suis retrouvée en plein feu, en plein milieu, donc des fêtes de fin d'année, à devoir faire des emballages cadeaux, à devoir gérer une caisse et tout, et j'avais juste mon collègue qui me disait moi je sais pas, je parle pas français, donc tu te débrouilles en gros. Et quand on lui posait une question, il m'amenait par les épaules, il me mettait devant la personne, il faisait voilà, j'étais la source d'information, et je commençais là. Donc ça faisait un jour ou deux que j'étais je savais pas ce qu'il y avait dans le magasin, j'avais pas encore le temps de checker un petit peu, et donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Mais finalement ça m'a bien convenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein d'imprévus, plein de choses à gérer, et que j'ai vu que je pouvais gérer des choses que je ne connaissais pas, et que finalement c'était un challenge, un défi à chaque fois, et que j'avais un super patron aussi qui me disait cool, quoi qu'il arrive tu ne stresses pas, on trouvera des solutions. Et donc finalement je trouvais toujours des solutions, des moyens de me dépatouiller, quand je connaissais pas un jeu, je le mettais, je disais voilà, alors que je ne connaissais vraiment rien à tout ça. C'était une catastrophe au tout début, en tout cas c'était vraiment, enfin voilà, mais rapidement effectivement j'ai dû apprendre parce que j'avais pas le choix. Parfois il faut être dans des situations, confronté à des situations pour se dire mais finalement je suis capable de ça, ou finalement j'aime bien ça, parce que j'ai pas eu le temps d'avoir peur aussi. Parfois on se bloque parce que on réfléchit un petit peu trop à ce qui va se produire, parce qu'en fait on sait pas savoir à l'avance de quoi on est capable vraiment. Et donc c'est important de se confronter à la vie aussi, et c'est ça aussi qui va nous ouvrir des horizons énorme. Donc voilà, je sais pas si tout ça c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, etc. Dans tous les cas, je vous informe parce que je trouve que c'est plus réglo de le faire, puisque je vais en parler aussi. J'ai un autre réseau social sur lequel je suis plus connue qu'ici, parce que TikTok pour moi c'est le début. En réalité, donc je suis beaucoup plus sur YouTube. Enfin j'ai commencé moi ma vie, on va dire, sur les réseaux, voilà. Et du coup aujourd'hui, il y a une formation qui sort justement sur l'entrepreneuriat pour les multipotentiels, pour les personnes qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets. Je peux vous accompagner aussi à ce niveau-là. Bien sûr, je fais aussi d'autres accompagnements de psycho, puisque c'est ma formation de base. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, elle est à 125 €. Elle est donc en réduction à un prix préférentiel. Et puis, 3 jours plus tard, je fais toujours ça en fait, quand je sors une formation, j'en informe les personnes, et je me dis bon, je vous donne l'info, il n'y a aucune obligation bien sûr, c'est juste si ça vous intéresse, vous cliquez simplement, donc ici, vous avez mon site qui est référencé, donc simplement sous mon profil, et là donc vous avez d'abord les consultations sur le site, le prix des consultations si ça vous intéresse, vous pouvez aussi passer par là, et à côté, vous avez la formation en question pour devenir entrepreneur, pour réaliser son rêve, etc. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste cette formation? C'est vraiment, donc, c'est réparti sur 2 semaines, avec une vidéo tous les jours, principalement des vidéos, il y a aussi des audios, et effectivement, bon, c'est un contenu qui dure un certain temps, effectivement, parce que moi, je condense, mais malgré tout, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Et donc, si ça vous intéresse, vous avez une formation à suivre à ce niveau-là, qui est pour l'instant à un prix préférentiel. Donc, je trouve honnête de vous donner l'info sur le fait qu'elle est en réduction. Elle passera à 40 € de plus, donc elle est à 125, elle sera à 165, eh bien, dimanche à minuit, tout simplement. Donc voilà, je sais que les personnes qui me suivent régulièrement, eh bien ce sont les personnes qui vont regarder ma vidéo de tout à l'heure qui sort à 17 h sur ma chaîne et qui vont justement du coup avoir l'info aussi de cette réduction. J'aime bien en fait de favoriser les personnes qui me suivent régulièrement, qui sont là et enfin voilà, maintenant peut-être vous venez de me découvrir, donc là vous me dites ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, il n'y a pas de problème avec ça, je peux comprendre très bien. Donc si vous avez des questions, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse comme sujet, eh bien vous pouvez aussi me poser des questions. Je peux aussi vous mettre des petites vidéos sur ce compte-ci. Si vous avez des questions, vous faire des petits tips, des petites astuces pour vous aider dans votre vie quotidienne ou pour vous lancer, etc. Parce que c'est aussi, dans la formation, j'ai aussi mis une partie pour se débloquer vraiment, pour comprendre d'où viennent nos blocages et pour et évidemment moi je prends aussi un côté
psy que j'ai forcément. Donc pour débloquer tout ça, parce que souvent c'est très lié à comment on se parle, comment on se traite, et pas que ça. Je parle aussi d'auto-hypnose notamment, et je vous dis comment comment aborder le sujet pour décoincer les situations ou pour se relancer quand on a eu une activité qui a démarré, puis parfois c'est un petit peu compliqué de continuer, parce que le tout c'est pas de commencer une activité, c'est évidemment de savoir la poursuivre sur plusieurs années. Moi, ça fait 7 ans que je suis complètement indépendante, comme je vous l'ai expliqué, hein, donc puisque j'ai quitté mon boulot il y a 7 ans, mais j'ai commencé en 2012 déjà à être en complémentaire. Donc en complémentaire, c'est-à-dire que j'avais mon boulot, mais à côté, j'ai diminué en fait mes heures pour avoir un temps partiel, pour pouvoir justement faire un autre boulot à côté. Et il faut savoir que je crée aussi des petits bijoux, parce que je suis une passionnée d'art, et voilà, et donc c'est depuis mes 15 ans que je crée des bijoux, mais là, en 2012, je me suis inscrite en plus à ce niveau-là, donc je connais aussi tout ce qui est artisanat, etc. C'est un milieu que je connais. Je connais le milieu des artistes, de la musique aussi, parce que je suis restée 8 ans en couple avec quelqu'un qui était dans ce milieu. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et sur quoi je peux aussi m'appuyer pour vous aider. Ça vous permet aussi de me connaître un petit peu plus pour les personnes qui ne me connaissent pas, ou de me connaître peut-être différemment pour les personnes qui me connaissent déjà, plus sur les sujets des relations toxiques, des milieux toxiques, des familles dysfonctionnelles, etc., que j'ai beaucoup étudié. Et effectivement, je vais vous donner aussi du contenu sur d'autres choses si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je peux aussi rebondir. Soit je ferai une grosse vidéo sur mon autre réseau parce qu'elle sera plus longue, que ça nécessite effectivement quelque chose de beaucoup plus long, ou au contraire je ferai des petites vidéos si c'est des questions plus courtes ici sur TikTok. Donc voilà, c'est toujours un plaisir aussi de vous voir, de parler avec vous. Merci en tout cas pour votre présence. J'espère que je n'ai pas trop perturbé votre temps de midi, parce que j'étais sur le temps de midi. J'ai certainement loupé beaucoup de questions, mais je ne sais même pas en fait le chat, je ne sais pas l'augmenter, et je sais même pas revenir en arrière, alors que d'habitude j'y arrive et je sais du coup lire les questions. Je suis désolée si vous restez avec une question du coup à laquelle j'ai pas répondu, et je sais que ça peut être frustrant. Vous répondez pas aux questions? Ben non, je les vois pas. C'est ce que je dis, je ne vois pas vos questions. Je vois passer vite comme ça, mais si je ne chope pas l'info là direct et que j'ai pas le temps de la lire, bah je sais pas revenir en arrière, c'est ça le problème, je sais pas faire... Ah, attendez, peut-être ça va fonctionner. Non. Si, non. Donc voilà, je fais ce que je peux, mais effectivement là, il me propose d'inviter des gens, surtout, mais il me met pas les questions. Alors, selon vous, comment vous définissez le grand manque de concentration? Alors, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir d'un état dépressif. Dans ce cas-là, c'est logique d'être déconcentré. En fait, ton énergie, elle est concentrée sur autre chose, sur le fait d'aller mieux toi, sur aussi ta propre souffrance, et donc du coup, tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose qui est extérieur si intérieurement ça va pas. Généralement, tu vas te concentrer que en partie sur l'extérieur, mais en fait, ton énergie doit être concentrée sur autre chose, tout simplement, parce que tu es en train de faire un travail psychologique intérieur, et ça prend de l'énergie. C'est rarement dit, malheureusement. Maintenant, la concentration, elle peut venir aussi d'un trouble de l'attention. Bah, ça, c'est plus neurologique. Là, il faut voir avec un psychiatre ou avec ton médecin traitant, le généraliste, il peut déjà regarder avec toi si on peut tester certaines molécules qui seraient adaptées à ta situation. Il faut regarder aussi ce qui est pris ou pas comme autre substance. C'est important aussi de regarder un petit peu alors ton état de santé, etc. Et de voir aussi les attentes et de tester, mais je veux dire en étant suivi, parce que c'est important d'être suivi. La concentration, elle peut aussi venir du fait d'un manque de fatigue. Si tu ne dors pas bien, automatiquement tu seras pas concentré pareil. Si tu as passé une mauvaise nuit, ton travail, même si tu as l'impression que tu travailles quand même de façon efficace, etc., il est très probable que tu sois moins concentré, moins efficace, tout simplement parce que peut-être ton cerveau n'est plus oxygéné correctement et qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là. Ça peut être un problème neurologique. Dans ce cas-là, il faut aller voir un neurologue et faire un petit check-up à ce niveau-là. Donc, ça peut venir de tellement de choses différentes que ça peut être aussi l'état de digestion, hein, si tu as mangé vraiment un repas lourd,
généralement gras, juste après tu vas être moins concentré. C'est peut-être le cas après le temps de midi. Donc enfin voilà, on peut travailler sur plein de choses, mais il faut connaître l'origine du problème, parce que la solution ne sera pas la même, évidemment. Je vois pas d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Je te propose, si tu as une question qui reste, de l'hyperactivité aussi. Si tu es hyperactif, tu vas avoir des phases dans lesquelles tu fais plein de choses, et des phases derrière, si tu ne te reposes pas, tu vas effectivement être en perte d'attention, et possiblement même sous stress alors. Ça risque de créer du stress en toi. Est-ce que l'hyperactivité peut être due à un traumatisme, je suppose que tu veux dire? C'est tout à fait possible. Une personne qui est traumatisée, effectivement, eh bien, a eu ce qu'on appelle un choc post-traumatique, et donc a des états particuliers. Déjà, il y a des cauchemars, donc un sommeil perturbé, qui peut déjà expliquer le manque de concentration, comme je l'ai déjà dit. Il y a effectivement l'hyperactivité qui peut être due au fait d'une souffrance et d'une recherche permanente d'un état d'hypervigilance, comme si tu crois qu'il y a quelque chose qui va te tomber dessus là, et donc dans ce cas-là, tu peux pas être calme en fait. C'est une défense qui est effectivement présente. Ça peut être effectivement justement dû à des traumatismes que tu te retrouves dans cette situation-là. Ça peut être parce que tu as vécu trop longtemps aussi dans un état de tension, etc. Donc et derrière ça, possiblement, un état dépressif peut aussi troubler ton état d'attention, effectivement. Donc tout ce qui est émotion peut perturber ton état d'attention. En fait, pour avoir une bonne attention, il faut que ton émotion elle soit plus calme, que tu sois plus ou moins en état de paix. C'est là que tu vas le mieux apprendre. Par exemple, si tu poses la question « je n'arrive pas à l'école », ça peut être plus parce que effectivement tu n'arrives pas à te concentrer, parce que effectivement tu viens de vivre quelque chose de compliqué. Si le matin ton copain rompt avec toi et que tu as l'après-midi un examen à l'école, c'est tout à fait possible que tu n'y arrives pas à cause de ça. Parce que tu es trop perturbé, en fait. Donc oui, les émotions sont importantes, et c'est pour ça que quand on fait passer des tests de QI, on fait peut-être un peu moins ça aujourd'hui, mais ça peut changer complètement les résultats du test, et donc on doit absolument tenir compte de l'état émotionnel et de l'environnement dans lequel la personne est. Parce que ça peut être aussi un problème d'attention dû à du bruit constant autour de toi, une excitation, hein. Si tu as des gens qui courent autour de toi, tu vas pas savoir étudier, c'est normal, tu peux pas te concentrer dans n'importe quel milieu. Et ça, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles effectivement à l'environnement. Donc gérer son environnement peut être un tuyau pour toi, peut-être. De rien, voilà, c'est tout à fait normal. Je te souhaite aussi une très agréable journée. Et je sais pas si vous avez d'autres questions, je vais encore prendre un petit peu de temps pour les questions. Et si vous n'avez plus de questions, je clôturerai du coup le live à ce niveau-là. De rien pour l'explication. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura fait avancer. Je n'arrive jamais à faire une chose à la fois. Mais ok, fais les choses l'une derrière l'autre. Mais prends ton temps quand même. Parce que le risque, c'est que tu cours d'une activité à l'autre sans jamais vraiment rien finir. Alors, et là, ça peut expliquer un manque de confiance en soi, l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. Ça peut être ça. J'ai un fils adulte PN et il me fait silence radio depuis 4 mois. C'est peut-être une bonne chose en fait. C'est peut-être compliqué pour toi. Il y a certainement un état de manque qui serait normal en fait. Et c'est perturbant parce que tu auras l'impression qu'il te reproche quelque chose. Ce qui est en fait, normalement, s'il est vraiment pervers narcissique, c'est ce qu'il souhaite que tu penses en fait, et donc ne te laisse pas piéger là-dedans. Tu n'es pas forcément responsable de ça, et je dirais tu n'es pas responsable de ça parce qu'ils choisissent la position qu'ils prennent. Donc voilà. Désolée, je suis déjà pris. Bah moi aussi. Voilà. Comment sait-on qu'on est sur la voie de la réussite? Eh bien, quand tu vois que peu à peu, tu arrives déjà à dépasser certaines peurs, qu'il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire, et que tu commences à tenter le coup, pas forcément à réussir, mais à tenter le coup, là, tu es sur la voie de la réussite. Si tu commences aussi déjà à avoir à l'esprit exactement ce que tu veux réaliser,
que tu sais vers quoi tu vas, tu as plus de chances d'atteindre une réussite aussi. En fait, la voie de la réussite, c'est comme un escalier. Tu peux pas monter tout d'un coup. Tu dois monter marche après marche. Et à chaque marche, tu as des choses à apprendre, des émotions à gérer et aussi un état émotionnel dans lequel tu vas te trouver qui parfois te surprendra. Parfois, c'est le calme tout à coup. C'est le fait d'être fier de toi aussi. Quand tu sens que tu es fier d'avoir fait quelque chose, pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais qui pour toi a une valeur profonde, alors tu vas te sentir fier de toi. Tu te sens aligné en fait. J'ai une question, oui, faut la poser du coup, sinon je ne la connais pas, je sais pas y répondre. Selon lui, j'ai été la pire des mamans, mais pourtant mes 2 autres enfants, ça va très bien. Bah voilà. Donc t'as la preuve que c'est pas vrai. C'est lui qui veut te faire croire quelque chose. Pourquoi? Pour te manipuler. Donc ne te laisse pas faire et sois confiante en qui tu es. Ta confiance en toi, elle ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, quelqu'un à l'extérieur, même si c'est ton enfant. Je sais que c'est difficile à entendre, hein, des choses comme ça, mais ce qui est important, c'est de te dire, tu as une valeur, quoi qu'il arrive. Que les autres soient d'accord ou pas avec toi, que les autres considèrent que tu as fait quelque chose d'important pour eux ou pas, c'est ça en fait, c'est difficile d'accepter. Et en fait, c'est justement, il est en train de te tester ici. Donc tu es complètement dans une phase de test. Donc il te fait silence radio pour que tu brises le silence, pour que toi t'ailles lui mendier l'attention, de l'affection, etc. En disant t'as raison, je suis pas quelqu'un de bien, je vais faire tout ce que tu veux. En gros, c'est ça qu'il attend. Parce que c'est là, exactement, dans cette position-là, que tu vas être exactement manipulable. Si tu restes sur tes positions, il va te dire qu'il t'en veut, etc. et essayer de te faire culpabiliser. Mais si tu ne montres pas que tu culpabilises, à ce moment-là, tu n'es pas manipulable. Il faut absolument, oui c'est ça, il veut te faire craquer. Et il faut absolument que tu tiennes le coup. C'est facile à dire et c'est pas facile à faire parce que là, c'est vraiment un moment crucial en fait. Mais vraiment, tu dois passer plus de temps avec des personnes qui, justement, te voient comme une bonne personne et qui sont capables de te valoriser. Parce que tu auras besoin de ça pour avoir confiance en toi aussi. Si tu ne sais pas, en tout cas, le voir toi-même. Hein, parce que c'est une épreuve pour toi. Donc, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes pour vous. C'est, en fait, un devoir que nous avons tous. C'est vraiment un devoir. Vous ne devez jamais, qui que soit la personne, accepter qu'une personne passe son temps à vous dégrader tout le temps. C'est juste le signe de malveillance. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes vraiment vous. Mais ça a plus à voir avec la personne et ce que cette personne veut voir à l'extérieur. Donc ça parle de la personne en elle-même. Mon mari et mes 2 autres enfants sont super avec moi. Ok. Mais considère que il a peut-être un peu choisi de plus être ton enfant. Je sais, c'est dur à entendre et c'est un deuil à faire, vraiment. Parce que sinon, tu seras toujours en attente de quelque chose si tu fais pas le deuil de ça. C'est pas naturel de faire un deuil d'un enfant, mais il a choisi une autre voie que l'amour et que la connexion à l'autre. Donc, tu dois respecter son choix. Et je vais te dire même, c'est un acte d'amour que de respecter ça et de dire, ok, tu choisis de ne plus faire partie quelque part de la famille, je te laisse ce choix. C'est pas ce à quoi il s'attend, hein. Parce que généralement, on en fait beaucoup pour nos enfants. Quand on a des enfants, c'est vraiment, je vais dire, vraiment, on serait prêt à tout faire en fait. Il a déménagé super loin, à 12 heures de route. Tant mieux, c'est peut-être mieux. Tant mieux. Laisse-le vivre sa vie, faire ses choix, mais tu n'es pas responsable des choix des autres. Pas à son âge. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais je suppose qu'il est adulte, ou qu'il est, proche de l'être. Dans tous les cas, si c'est ça, t'es plus responsable de ses choix. C'est fini. Ta tâche, c'était de le faire grandir, ce que t'as fait. Après, il en fait ce qu'il veut. 22 ans. Oui, c'est bon. Ta tâche, elle est faite. Donc, considère que c'est son rôle maintenant de se prendre en charge lui-même. Et c'est ce qu'il essaye de faire, c'est en fait de te rendre responsable de quelque chose que tu n'es pas. Donc, c'est très important de comprendre que
Une personne qui est dans la manipulation manipulera tout le monde, même son parent, même son enfant, même si ça semble complètement bizarre, c'est pourtant ce qu'ils font. Et donc, ne cherchez pas d'amour là-dedans, allez chercher de l'amour ailleurs. Et le seul amour que vous pouvez donner à ces personnes-là, c'est de leur dire « Ok, c'est ton choix, je respecte ton choix. Même si je suis pas d'accord avec ce choix-là, même si je suis pas d'accord avec ce que tu fais, c'est ton choix, ok. Ma tâche, elle est faite. » À 22 ans, franchement, la tâche, elle est faite. Il fait ce qu'il veut de sa vie, tant que justement il revient pas en... Enfin, il reviendra. Il reviendra pour retester, moi je pense. Il faut prévoir ça, en tout cas. C'est ce qu'il faut faire. C'est le laisser sur le côté et ne plus tenir compte de lui, enfin, quand c'est possible, parce que je sais que c'est très compliqué. Donc voilà, bon courage. Mais je pense que t'es vraiment sur la bonne voie et que de toute façon tu vois clair. Donc voilà, concentre-toi sur les autres enfants, sur tes relations, sur le fait de... sur tes projets à toi aussi, hein, parce qu'un enfant, quand il a 22 ans, je ne sais pas quel âge ont les deux autres, mais à mon avis, eux aussi sont plutôt déjà ados ou quoi, donc ils ont déjà aussi leur propre personnalité. Et voilà, et chacun fait ses choix. On n'est pas responsable de tout, même si ce sont nos enfants. Ça, c'est vraiment important de comprendre. 25 et 18 ans. Bah voilà, les choses sont faites, hein. Donc, comme c'est justement celui au milieu, là, ça montre que c'est pas un problème d'éducation du tout. Parce que sinon, il y aurait des problèmes aussi avec les autres, et c'est pas le cas. Donc là, tu vois vraiment que c'est sa nature, en fait. Hein. Et ça, malheureusement, on peut pas... Enfin, on n'est pas responsable de ce que les gens décident de devenir. Ou de ne pas devenir, d'ailleurs. Donc ne te bats pas contre quelque chose qui n'est pas possible. C'est peut-être le bon moment pour reprendre ta vie et tes passions, justement. On parlait de passion tantôt, mais c'est justement ça. Concentre-toi sur ce que tu peux créer toi. Je suis toujours en train de me remettre en question. Bah oui, et il le sait très bien. C'est pour ça qu'il joue avec ça. Mais ça, c'est typique des gens qui sont très empathiques et très gentils, hein, et qui sont toujours en train de se tracasser pour les autres, mais jamais pour eux. Tracasse-toi un peu plus pour toi, plutôt. Si je peux dire. Ouais, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il joue avec ça. Merci beaucoup pour les compliments. Merci, vous êtes trop chou. Bonjour, je suis en dépression, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Eh bien, la première chose à faire, paradoxalement, c'est d'accepter de ne pas faire. D'accepter d'être dans cet état-là et de se dire, ok, il m'est arrivé un truc, je me suis pris je sais pas quoi avant, il y a eu un choc généralement, c'est pour ça qu'une dépression arrive, et je dois arrêter de courir, je dois m'arrêter, je dois prendre soin de moi, je dois passer du temps avec moi, je dois passer du temps à travailler sur ces émotions aussi qui sont désagréables. C'est compliqué une dépression, mais c'est un truc hyper riche. J'ai quitté mon copain borderline en partie grâce à vos conseils. Bah oui, c'est vraiment compliqué de vivre avec des gens qui ont un trouble de personnalité, hein, c'est vraiment compliqué. Et c'est pas dû à l'autre. On a beau tout faire pour ces personnes-là, ils comprennent pas l'amour en fait. Ça les touche pas comme on voudrait. Et ça, c'est un truc intérieur. Mon copain m'a quitté parce que je suis dépendante affective. Il le fait pour mon bien. Oui, pour que tu travailles dessus. Ok, Agathe. Je pense qu'il le fait pour lui aussi, parce que c'est compliqué pour une personne d'être face à une personne qui n'a jamais confiance en l'amour de l'autre, qui va toujours douter de l'amour de l'autre. En fait, ce qu'il voudrait bien, c'est que tu t'aimes toi. C'est là que tu dois travailler. Sur tes passions à toi, ta vie à toi, ce que tu veux créer pour toi dans ta vie. Quand tu seras moins persuadé que l'amour, c'est le point central de ta vie, c'est important, hein, mais ça ne doit pas être le seul truc qui te tienne, tu vois. Et en réalité, ça peut être une bonne chose. Parce que s'il te l'a expliqué, c'est qu'il t'aime profondément. C'est une invitation à changer. C'est pas évident comme situation, mais c'est quelqu'un de très bien s'il fait ça parce que il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu t'épanouisses. C'est un acte d'amour, en fait. Il me l'a dit, que je m'aime moi, que je me découvre, mais il me manque. C'est ça, en fait.
Le manque, c'est tout à fait normal et typique de la dépendance affective. Tu dois accepter que derrière le manque, il y a autre chose. Accepte de t'ennuyer, parce que tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer de lui, tu vas t'ennuyer de... Tu ne sauras pas quoi faire toute seule avec toi. En fait, il faudrait que tu tombes amoureuse de toi-même. C'est fou, hein. Mais quand tu vas considérer que tu es une très belle personne dans ta vie, eh ben, tu vas arriver à t'aimer plus. Merci pour les cadeaux, Kevin. Merci beaucoup. Et le comment on fait ça? Comment on fait ça? En se donnant de la place à soi. En considérant que son avis est plus important que ceux des autres aussi, et que tu as tout à l'intérieur de toi pour rendre ta vie excitante. Donc cherche comment rendre ta vie excitante. Cette question, elle doit t'obséder jusqu'à ce que tu mettes le fun que tu veux réellement dans ta vie. Comment tu vas, toi, rendre ta vie plus fun pour toi. C'est ça en fait la clé. Merci Kevin. J'ai une toute petite formation si tu veux sur la dépendance affective, si ça t'intéresse, tu peux la suivre, elle sera nickel pour toi. Et t'as un contenu tous les jours qui t'explique effectivement comment t'aimer, comment gérer les émotions que tu ressens, la douleur que tu ressens, parce que c'est une douleur de ressentir un manque. Donc c'est normal que ça soit compliqué pour toi à gérer pour l'instant. Mais ça se travaille, c'est tellement dur. Mais moi j'ai été dépendante affective quand j'étais adolescente, etc. Hein. Je pensais pas qu'on pouvait vivre sans amour en étant heureux. Ça me semblait complètement... je trouvais ma vie fade si j'étais pas amoureuse de quelqu'un ou si quelqu'un ne m'aimait pas en fait. Et j'avais pas compris ça, que je m'aimais pas moi-même en fait. Que je cherchais une valeur à l'extérieur, dans les yeux de l'autre. J'avais besoin que cette personne me rappelle que j'étais formidable en fait, plutôt que de le voir moi-même. Et c'est ça qui pose problème, c'est que certainement tu n'as pas vécu dans une famille où on t'a mis en valeur. Et c'est pour ça que tu le cherches à ce point-là. Et ton problème du coup, c'est tu vas faire des choses extrêmement gentilles en espérant que l'autre soit là, en fait. Mais le problème, c'est que t'emprisonnes l'autre en faisant ça. Tu crois le laisser libre, mais non. Tu crois que c'est de l'amour, mais non, t'as envie de recevoir en fait. Et c'est normal d'avoir envie de recevoir, mais il faut être honnête avec soi, tu vois. C'est ça, tout ce qui se passe. Donc j'espère que ça t'aide de voir tout ça. Je viens de m'abonner, j'ai une question. Comment accepter la maladie d'un proche? Alors, c'est pas évident, surtout si tu sais que cette maladie, elle peut déboucher sur la mort de cette personne. C'est important de comprendre que quand tu tiens à quelqu'un, il y a plein de choses qui se passent. Soit tu vis avec cette personne, tu dois gérer aussi, toi, les rendez-vous, etc., la peur de perdre cette personne éventuellement, ou au contraire, c'est une maladie, mais la personne n'est pas comment dire, sa vie n'est pas en danger. Et bon après-midi aux personnes qui s'en vont. Bon après-midi, à bientôt. Donc sa vie n'est pas si sa vie n'est pas en danger, tu ne vas pas ressentir la même chose. Quand on est face à la mort de quelqu'un possible, c'est extrêmement difficile à gérer parce que on peut être traumatisé de ça. Et donc on est aussi quelque part en questionnement par rapport à sa propre vie. Pourquoi c'est cette personne qui devrait mourir plutôt que moi? On peut se poser cette question aussi, pourquoi cette personne a cette maladie et pas moi? Donc je sais pas ce que tu es en train de vivre exactement parce qu'il y a plein de cas de figure, mais effectivement le truc c'est que tu vas possiblement anticiper le fait de devoir faire un deuil si tu as peur de perdre cette personne, que ça risque malheureusement de mal se terminer. Il y a des gens, on sait qu'on va les perdre et les accompagner durant la maladie c'est quelque chose d'essentiel. Donc tu dois faire ce que tu dois faire avec cette personne, c'est-à-dire lui consacrer ton temps tout en prenant soin de toi. Et c'est ça qui est compliqué. Merci aux personnes qui me suivaient déjà sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner pour les personnes qui connaissent pas ma chaîne. Si ça intéresse, vous pouvez avoir toute une série de contenus déjà gratuits qui peuvent vous aider. Donc voilà, si vous avez envie de passer un petit peu de temps, c'est très facile à trouver parce que c'est le même pseudo que ce qui est là au-dessus. Enfin, je pense que... Enfin, je vous montre, je suppose que c'est... Je sais pas si c'est là aussi. Enfin, voilà, une psy à la maison, en gros. Il faut pas se laisser bouffer, exactement, c'est ça. Hein. Donc il faut prendre du recul. Ça dépend dans quelle situation tu es. Il faut pas non plus que tu oublies ta vie et que tu oublies de progresser tout en partageant assez de moments avec cette personne parce que si ce sont les derniers moments, ils sont capitaux.
C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, c'est différent. Si, effectivement, quand tu as une personne, effectivement, avec laquelle, que tu accompagnes parce que c'est une maladie qui est là, ça peut être aussi une maladie, comment dire, qui n'est pas forcément, qui ne s'arrêtera pas, avec laquelle on vit. Et là aussi, c'est une autre situation. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer. Et en fonction de ça, c'est pas du tout la même situation. Les maladies, le terme maladie, c'est aussi assez vague. Ça peut être n'importe quoi et du coup impacter différemment la relation et comment vous la vivez. Donc, faut me donner alors un petit peu plus de renseignements. Merci pour tous vos j'aime, tous les likes. Merci beaucoup pour les partages. Et voilà, Bonjour aux personnes qui arrivent. Je vais bientôt clôturer le live, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Merci pour les suivis. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là je les vois, et donc j'en profite. Parce que depuis un moment donné, je les voyais pas, donc c'était ennuyant. Merci pour les suivis. Merci beaucoup pour les abonnements. Comme ça, vous savez où me retrouver, si jamais. Bonjour aux personnes qui arrivent. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou si je clôture le live. Je rediffuserai le live sur ma chaîne YouTube, en fait. Parce que de temps en temps, je les rediffuse. Donc la semaine prochaine peut-être, ou fin de cette semaine, je verrai bien. Non, à mon avis, fin de la semaine prochaine. Parce que j'en ai un autre qui arrive, qui est en rediffusion aussi. Donc si vous voulez revoir certains lives, pour réécouter, peut-être que vous avez loupé un bout et que vous vous êtes dit « Ah, j'aurais voulu avoir le début », vous l'aurez comme ça. Donc, merci pour toutes les personnes qui ont été en live, c'est vraiment très gentil. Merci pour tous vos messages exceptionnels. Un surdoué peut-il oublier une relation? Oui, on peut, mais on risque d'avoir plus de soucis à oublier. Parce que les émotions vont être réactivées dans certaines situations qui ressemblent, et donc on peut plus facilement repenser à une personne, pas forcément de façon négative. Hein. Faire son deuil, c'est pas forcément oublier quelqu'un, c'est percevoir les choses différemment. Moi aussi je vous suis sur YouTube, une petite à la maison, vous m'avez beaucoup aidé. Ok, super. Quels conseils pour les crises d'angoisse? Alors, il faut déjà regarder à quel moment elles se déclenchent, quelles sont les pensées qui sont associées pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au fond de moi à ce moment-là. Et surtout, bien réguler les émotions qui sont associées aux pensées. Donc, comment elles vont progresser? Généralement, une crise d'angoisse, elle vient parce que successivement, on se dit « Ah, il va arriver ça », et puis je commence à avoir peur, et puis du coup, j'ai peur d'avoir peur, et ça prend une ampleur. Et donc tout ça c'est au niveau des pensées. Au niveau des émotions évidemment ça va suivre. Et puis le corps il va interpréter tout ça en mode je suis en danger, donc je déclenche l'angoisse. Parce que le problème c'est je n'arrive pas à agir, je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire dans cette situation, puisqu'il n'y a pas de danger réel en face. C'est plus simple quand on a plus simple. Quand on aurait eu un gros dinosaure en face de nous, je pense qu'on détale comme des lapins assez rapidement, ou on se planque, on agit quelque part. Et donc c'est ça qui permet de gérer le stress, c'est d'avoir une direction possible d'action. Quand on ne sait pas agir, on reste sous stress, et donc ça va augmenter. Et donc ce qu'il faut faire là-dessus, on peut travailler avec de l'hypnose notamment pour voir quelles sont les émotions et pour changer ces émotions, changer le cycle de pensée. Il y a aussi à travailler éventuellement sur un traumatisme. Ça peut être dû à un traumatisme, la peur que quelque chose se répète. Dans ce cas-là, il faut aller défaire le traumatisme et faire en sorte que la personne fasse le deuil du traumatisme. Donc à nouveau, en fonction de ce à quoi c'est lié, on va apporter des résultats différents, ou plus exactement des traitements différents. Donc une bonne façon d'aider le stress sera toujours de faire du sport. Si vous êtes en capacité physique de faire du sport, ça peut être même juste de la marche, le fait de respirer profondément dans la forêt parce que vous avez la nature autour de vous, du coup vous avez envie de sentir l'odeur des pins, de sentir, bref,
c'est extrêmement bon. Être en contact avec la nature, que ce soit la mer, que ce soit, un milieu naturel, c'est extrêmement bon pour se détendre. Vous devez prendre des moments de détente. Ça doit être une priorité pour vous si vous avez des crises d'angoisse. Il faut savoir aussi que les crises d'angoisse, elles peuvent être liées à un milieu en particulier. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème dans ce milieu-là. Ça peut être dû juste au milieu du travail. Dans ce cas-là, probablement, il y a une personne toxique dans l'entourage à détecter. Ça peut être ça. Ça peut être justement, si c'est le travail qui est trop angoissant, identifier pourquoi et peut-être, effectivement, envisager un autre avenir professionnel. Ça peut être postulé dans un autre service, ça peut être travaillé différemment, être plus chez soi, et si ça ne va pas, n'hésitez pas à vous mettre en maladie, à prendre un moment de repos, c'est très important aussi, d'avoir un meilleur sommeil. Plus vous êtes stressé, plus vous aurez tendance à mal dormir, à mal manger, soit trop peu. Donc effectivement, il faut regarder tout ce qu'il y a derrière. Hein. C'est tout un traitement à adapter à la personne en fonction de son histoire et en fonction aussi de qui est cette personne, de ce qu'elle a vécu, etc. Donc je sais pas si ça te parle, mais peut-être que tu as déjà des éléments sur lesquels tu peux travailler toi, et on peut déjà commencer un travail psychologique soit tout seul, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Je pense qu'on devrait tous en fait être son propre gardien ou son propre thérapeute à ce niveau-là. Donc même si bien sûr vous pouvez vous faire aider quand on ne trouve pas des solutions soi-même et quand on veut faire l'économie d'une souffrance aussi, ne pas laisser une souffrance inutilement présente aussi. Donc voilà. Donc je vais clôturer le live. Tu as faim? Parce que voilà, je me fais rappeler à l'ordre. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Je remettrai en live, en rediffusion le live donc sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez de nouveau accès si vous voulez réécouter. Donc voilà. Oui, merci. En fait, c'est dû à une relation fusionnelle et toxique. Ouais, du coup, tu sais que tu dois, avec ta maman, si c'est ça, tu dois prendre de la distance, surtout au niveau des émotions. Donc même si tu prends pas distance physiquement, moi je te conseille de prendre distance physiquement. Si c'est pas possible de couper le lien, ça peut être ok si tu vis ailleurs. Si tu vis sous le même toit, essaye de prendre ton indépendance si c'est possible. Trouve-toi un travail, trouve-toi un endroit où aller. Et si c'est pas possible de prendre vraiment complètement ton indépendance, trouve des endroits de respiration. Qu'est-ce que j'appelle des endroits de respiration? C'est des endroits où tu peux aller, où tu peux être tranquille, où tu peux lui échapper d'une certaine façon. Et surtout, échappe-lui dans ta tête. Il faut pas que cette personne, elle prenne tes pensées, en fait. Il faut pas que, en fait, si cette personne, elle pense du négatif de toi, que toi-même, tu penses du négatif de toi. C'est là que tu dois travailler. Il faut vraiment, vraiment que tu arrives à te dire, ce sont ses pensées, mais ça ne me concerne pas. Et probablement aussi le fait de te dire, ce qu'elle attaque chez moi, ce sont mes qualités et qu'elle n'a pas elle. C'est ce qui l'ennuie elle parce qu'elle n'a pas ces capacités-là en elle, en fait. Et donc, quelque part, elle te montre là où tu es, toi, compétente, douée, et elle te dit quelles sont tes qualités. Si par exemple, elle te dit, tu n'es pas empathique avec moi, t'es pas assez présente, ou que sais-je d'autre, tu dois te dire, je suis quelqu'un d'empathique, de gentil, et si elle te dit que tu es égoïste, narcissique, entends par là que c'est tout l'inverse, en fait. Tu dois renverser les choses, parce qu'elle voit tes qualités, donc ça sert à rien de se battre pour que cette personne te voie comme tu es vraiment. Elle te voit, en fait, mais elle va toujours, justement, t'empêcher de te réaliser. Donc, toi, ta tâche principale, c'est de te réaliser en dehors de son regard. Donc, dès que tu as des instants de respiration, c'est-à-dire, je sais pas moi, tu fréquentes un club sportif, t'es à l'extérieur dans certaines activités, tu peux aller loger ailleurs, si t'es sous son toit, tu peux... bref, chaque fois que t'as des instants où elle n'est pas là, ce sont tes instants de respiration. Et essaye de les augmenter au plus possible. Ça peut être simplement aller promener, tu vois, pour ne pas l'avoir là, tout le temps là. Donc, trouve-toi des endroits où tu peux te recueillir et prendre soin de toi. C'est très important. Et il faut que cet endroit, je vais y arriver, que cet endroit soit au fond de toi surtout. Parce que c'est là le plus important. Il y a des gens qui coupent avec des relations toxiques, mais qui n'arrivent pas à couper intérieurement.
Et la maman est décédée. Ah, mais alors, comment elle fait pour encore te... ouais, tu vois, comment elle fait encore pour t'influencer encore maintenant? C'est que toi-même, tu as intégré ce qu'elle a dit de toi et que en réalité, bah, tu dois devenir ta propre mère réparatrice. C'est-à-dire, tu dois prendre soin de toi comme si tu étais ta propre mère. C'est très important. Tu dois recueillir cet enfant qui a été blessé, qui a été envahi dans ce cas-ci, et tu dois lui donner sa liberté. Tu dois lui donner sa confiance en lui, son autonomie, en fait. Tu vois? Tu dois faire l'inverse de ce qu'elle a fait avec toi, en fait. Elle t'a gardé que pour elle. Eh ben, tu dois faire tout pour toi-même. Te réaliser, toi, dans tes propres rêves. Et donc, du coup, le titre ici que j'ai mis doit te parler particulièrement. Il faut absolument que tu ailles vers tes rêves, vers toi-même, pour t'honorer toi. C'est comme ça que tu vas défaire, en fait, l'emprise qu'elle a eue sur toi. Et tu dois travailler absolument sur toutes tes émotions et ces pensées qui vont revenir, où c'est en fait la voix de ta mère et pas la tienne. Donc il faut distinguer les deux. Donc voilà. Donc voilà, je vais clôturer le live ici. Et quand tu penses vraiment de la manière les gens sont partis, tu n'as plus goût à la vie. Alors, tu peux toujours vivre pour toi, et les gens que tu as connus vivent au fond de toi, ils t'accompagnent. Et là, moi, je te conseille aussi de récolter l'amour que tu as reçu et d'en faire quelque chose pour l'apporter à d'autres personnes. Les gens sont vivants au fond de toi, en fait. Les gens que tu as connus restent toujours vivants au fond de toi, font la personne que tu es. C'est à toi à apporter la relation que tu as pu goûter avec eux ailleurs et d'en faire quelque chose. C'est comme ça que tu vas dépasser le fait qu'il te manque, parce que finalement tu vas recomposer avec des nouvelles personnes, mais ça demande de s'ouvrir à des nouvelles personnes pour apporter ce que tu as vécu avec les personnes que tu as perdues. Et en fait, on perd jamais vraiment. Et c'est ça qui est important de comprendre. Tu as ton monde à l'intérieur de toi aussi. Et ça, tu l'apportes aux nouvelles personnes. C'est tout un mécanisme, et le deuil c'est quelque chose d'assez long, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des phases où tu as l'impression que ça revient en arrière, que t'as pas vraiment avancé. Tu dois pas te décourager, c'est tout à fait normal. C'est un mécanisme où tu avances, mais comme ça si tu veux. Donc à certains moments, tu as l'impression de reculer. Et donc c'est très très important de laisser et d'écouter toutes les émotions qui te viennent, elles ont toutes le droit d'être écoutées. Elles ont tout un message pour toi. Donc fais ça, et n'hésite pas à te faire accompagner, parce que le deuil, c'est pas toujours simple quand on est tout seul pour le vivre. Moi, j'ai vécu un deuil assez long quand j'étais adolescente, parce que j'ai ma meilleure amie qui s'est suicidée. Et je la connaissais depuis une dizaine d'années. Donc comme c'était la première fois que j'étais vraiment confrontée à la mort de quelqu'un, et que je m'en voulais beaucoup en plus, ben ça a été compliqué de dépasser ça. Mais en réalité, tu emportes les gens avec toi, et tu emportes l'amour que tu as vécu. Et c'est vrai que ça pose aussi la question, et moi, alors, face à la mort, qu'est-ce que j'en pense? Et ça, c'est une question hyper personnelle. Une question que tu vas devoir trouver des réponses pour toi, en fait. Moi, j'ai considéré que la mort, c'était un passage, et que l'amour survit au-delà de la mort. Maintenant, c'est comme ça que je suis devenue un peu spirituelle. J'avoue que je ne croyais pas à tout ça avant, parce que j'étais dans la biologie forte. Donc, j'ai switché vers la psycho à cause de ça. Parce qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Qui était justement ces questionnements d'ordre psychologique plus, mais aussi parce que je me suis questionnée sur mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Quel est le sens de la vie du coup? À quoi ça sert de perdre des gens si l'amour s'arrêtait là seulement, tu vois? Et donc ça, ce sont des questions hyper personnelles à travailler, et tu vas trouver tes propres réponses. Et fais-toi confiance, parce que la force de vie que tu as, elle va se réanimer précisément quand tu auras trouvé assez de sens à tout ce que tu as vécu. Et surtout, te donnera l'envie d'aller partager ça pour ton futur avec d'autres personnes. C'est ça, en fait, qui va faire que tu vas arrêter de rester dans cet état de non-vie un peu, hein, où tu as l'impression de survivre plus qu'autre chose, et où tu ressens surtout la perte, le manque et la douleur. On le dit clairement, c'est une douleur qui est intenable, hein. Moi, c'est une des choses que j'ai eu à vivre de plus douloureuse, c'est la mort de quelqu'un.
Donc, le manque de ça, le manque de sens de ma vie, du coup aussi, exactement. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est précisément ce qu'on ressent dans le deuil. Donc ce que tu ressens est tout à fait normal. Faut pas penser que t'es anormal, enfin pas du tout en fait. Donc oui, le deuil c'est très dur à vivre, mais ça nous rend très forts aussi, dans le sens où tu vas trouver tes propres outils et tes propres pourquoi je vis, pourquoi je veux vivre, pourquoi je veux vivre autant. Tu vas devoir aller chercher au fond de toi le plus important et l'essentiel de la vie. Et en fait, donc laisse-toi du temps. Laisse le mécanisme se faire. Tu peux pas passer à travers ça comme si tu ne changeais pas de vie. Il y a un avant et un après. Et il y a ce que tu deviens, tu vas le choisir vraiment. Et tu vas vivre différemment les choses, tu vas les goûter différemment. Et ne crois pas que ça ne va pas reprendre plein de saveurs. Au contraire. Justement, tu vas offrir ce que tu vis aux personnes que tu as perdues. Ce sera un honneur pour toi de le vivre en fait. Mais ne t'empêche pas de vivre parce que tu as perdu des gens. Surtout pas. Ça, c'est l'erreur qu'on peut faire. Ils veulent te voir heureux. Donc pense à, et si c'était toi qui étais décédé, qu'est-ce qu'ils penseraient, eux? Qu'est-ce qu'ils te diraient, eux? Ils te diraient, vis ta vie. Je veux pas que tu t'arrêtes pour moi. Je veux que tu continues à croire à tout ce qu'on a vécu. Tu vois? 7 mois, c'est un temps normal. Il faut considérer que la première année est la plus dure. Pendant un an, c'est pas facile. Mais après, tu vas voir que c'est différent. Tu vas reprendre goût à la vie, tu vas trouver pourquoi, en fait, tu veux vivre, toi. Et c'est extrêmement riche en même temps. Et donc, mais il faut pas rester bloqué avec des personnes décédées. Tu vois, ils sont importants pour toi, c'est normal. Tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, ça c'est normal. Mais ça n'empêche que tu peux offrir ce que tu vas vivre à ces personnes. Donc normalement un deuil ça dure 2 ans. Quand ça se prolonge, c'est ce qu'on appelle un deuil pathologique, où la personne reste enfermée dans des souffrances. Normalement ça se travaille en thérapie tout ça. Maintenant chaque situation est différente, chaque personne vit ça différemment aussi. Ça dépend aussi de quelle relation tu avais avec ces personnes qui sont parties. Et comment ça s'est terminé, est-ce que tu as pu dire au revoir, dans quelles circonstances, tout ça peut jouer, effectivement. Plus c'est un choc, moins la relation était bonne, plus on reste avec des non-dits, plus ça peut être compliqué de faire son deuil. C'est ça, quand on est en état de deuil, on est en état, ça c'est tout à fait une protection. Donc c'est-à-dire ton esprit va te protéger en faisant en sorte que tu ne ressentes plus la douleur. Donc ça c'est tout à fait normal. T'as une phase comme ça où t'as l'impression que tu ressens plus rien, que t'es plus un humain presque. C'est tout à fait normal. Faut pas avoir peur de ça parce que c'est une étape normale du deuil. Donc oui, t'es en état de survie. 7 mois c'est pas grand chose encore hein, pour digérer. Donc il faut que tu te laisses du temps. Et donc prends tous les moments quand même, parce que tu verras même dans le deuil, t'as des moments douloureux, mais t'as des moments où c'est moins douloureux, où ça va. Ben, regarde tout ce qui peut t'apaiser pour te mettre un petit peu plus de ça dans ta vie. Même si tu te dis « Ah, ça sera pas suffisant », malgré tout, ça soulage quand même. Et il faut prendre les instants de respiration, il faut les prendre. Donc voilà, c'est très très important de faire ça. Ok, je vais clôturer le live maintenant parce qu'il est quand même franchement long. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on fera un live et voilà. Donc, si vous avez des questions, revenez avec vos questions. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc bon courage à tous pour toutes les personnes qui vivent des choses pas très faciles. Et croyez en vous. Parce que c'est super important. Et comme je l'ai dit, si l'entrepreneuriat vous intéresse, apprendre à ce niveau-là avec quelqu'un qui a déjà un certain bagage, vous l'aurez compris, qui justement peut vous aider à progresser, à vous débloquer, à vous lancer ou à vous relancer dans une activité. Et si ma formation vous intéresse, elle est à un prix préférentiel pour l'instant. Donc vous trouverez donc dans ma biblio ici un lien vers les formations que je propose. Il y en a plein d'autres aussi. Hein. Et donc ici, elle est à 125 € pour... donc ça dure 2 semaines, donc c'est quand même assez conséquent comme contenu. Mais elle passera à 40 € de plus juste à minuit, dimanche à minuit.
Donc si ça vous intéresse, je vais dire c'est le bon moment parce que c'est un prix plus intéressant. Donc ce serait dommage que vous n'en profitiez pas. Donc voilà, tout simplement. Comme ça vous avez l'info. Comme ça moi je suis réglo aussi pour les personnes qui vont avoir l'info tout à l'heure sur YouTube. Comme ça je vous aurais donné l'info aussi sur TikTok. Comme ça ben voilà, je pense que c'est plus juste. Donc dans tous les cas, prenez vraiment bien soin de vous. Et on se retrouvera au prochain live. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube où je poste régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et que vous voulez que j'aborde un sujet en vidéo, par exemple sur TikTok, même en courte vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici si justement vous voulez aller voir mes petits contenus à ce niveau-là ou me retrouver tout simplement. Donc voilà, dans tous les cas, surtout prenez bien soin de vous, c'est ce qui est essentiel. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, un bon week-end dans tous les cas et beaucoup de paix pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, prenez bien soin de vous. Merci pour votre gentillesse à chacun et pour vos interventions de qualité. C'est important aussi toutes les questions étaient intéressantes en fait, hein, donc vraiment super. Merci beaucoup.